bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 5 mai et c'est le 122e webinaire Second Souffle. Oui, sur la fiche, vous voyez un webinaire numéro 105, mais plus 17 webinaires Instant Coach, 105 plus 17, 122. Allez, brièvement, on présente les actions de Second Souffle. Alors, bah oui, forcément. Voilà, toi, quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà. La première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté. Cet accompagnement avec nos pairs entrepreneurs est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Indépendants, micro-entreprises, TPE, on ne veut laisser aucun entrepreneur en difficulté sur le bord de la route. Et puis, notre deuxième mission, c'est la prévention et l'information avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos formations et nos webinaires, bien sûr. Après presque 13 ans d'existence, nous sommes présents dans 44 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour les nouveaux qui ne connaissent pas cette plateforme de webinaire, vous avez en bas à droite deux icônes. L'icône chat pour discuter entre vous, discuter entre nous, et l'icône question pour poser vos questions. Merci de bien poser vos questions dans cette partie questions. Parce que si vous posez votre question dans le chat, vous allez voir, ça va commencer à défiler très très vite et votre questions vont être perdues. Si vous avez un petit problème technique, vous avez une icône à gauche. Sinon, vous fermez votre navigateur et vous le relancez. Et au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran, pour nous voir en plus grand, et un deuxième pour réagir avec des émoticônes et des emojis. Vous voyez, comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai réuni les 4 fantastiques. Nous avons Caroline, notre community manager qui s'occupe des réseaux sociaux, Joseph, notre coach Google pour le référencement naturel, dit référencement SEO, François, notre développeur de site web, et Lola, la graphiste, notre graphiste pour l'identité visuelle. Eh bien, bonjour, mesdames, messieurs, et cher public, je vous demanderai de faire un triomphe à tous tous nos 4 fantastiques. Alors, on commence par Mademoiselle Lola. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Lola, donc identité visuelle, je vais te passer mon slide. Voilà, donc bonjour à tous, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. J'espère que voilà, ça va vous apprendre beaucoup de choses dans tous les cœurs de domaine que nous allons vous présenter, que ce sera enrichissant et surtout que vous en ressortirez plein d'idées. Donc pour cette première partie, nous allons découvrir la conception d'une identité visuelle. Donc ce sera vraiment l'élément incontournable pour donner de la visibilité à votre entreprise. Très brièvement, avant de vous présenter quand même cette partie, je vais me présenter à vous pour que vous sachiez quand même qui vous parle et ma crédibilité aussi vis-à-vis de ce sujet. Donc je m'appelle Lola Dmitrov, je suis graphiste et j'ai créé mon entreprise en 2020 qui s'appelle La Cueillette Graphique. Donc je suis basée dans le nord de la France, mais ça ne m'empêche pas de travailler et d'interagir avec d'autres personnes aux 4 coins de la France et pourquoi pas du monde. Voilà, donc graphiste, en fait, c'est un mot qui englobe beaucoup de compétences. Dans mon cas, ça sera plutôt de la conception d'identité visuelle, de support de communication. Et un graphiste aussi, au-delà de la conception et de la création, va surtout vous accompagner et vous aider, vous aiguiller dans vos projets et en fonction de vos besoins. Mais bon, revenons-en au sujet, la conception de votre identité visuelle. Alors, certainement, je ne sais pas si tout le monde est là par rapport à ce sujet, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de se replonger dedans. Peut-être que certains d'entre vous sont en pleine conception de leur entreprise, dans le démarchage, le lancement, la recherche de nom, la recherche éventuellement de logo. Peut-être que d'autres personnes ont déjà une entreprise ou font partie d'une entreprise, mais le sujet les intéresse, ils ont envie de peut-être revoir cette identité. Justement, quand on parle d'identité visuelle, qu'est-ce que ça englobe ? J'essaie de vous résumer ça de manière assez simple. L'expression identité visuelle, en fait, va regrouper votre logo
et votre charte graphique. Donc oui, ce sont deux choses distinctes, c'est-à-dire que votre logo, ce sera vraiment l'élément visuel qui va vous représenter, qui va représenter votre entreprise sur différents supports de communication, que ce soit sur des supports imprimés ou numériques, tandis que votre charte graphique va plutôt être vraiment les outils, c'est-à-dire comment utiliser votre logo, de quelle manière, quand, comment et où, surtout dans quel support de communication. Donc c'est vraiment deux choses différentes mais qui se complètent. Donc dans ces supports de communication, j'ai pas pu tout vous mettre, mais on distingue vraiment deux grandes familles. Il y a les supports imprimés et les supports numériques. Donc dans les supports imprimés, comme je l'ai noté, on peut découvrir les flyers, les affiches, les dépliants, les cartes de visite, les kakémonos. Et par exemple, si vous avez un commerce, on peut penser aux vitrophanies sur vos vitres. Donc tout ça, c'est des supports imprimés dans lesquels on va retrouver votre logo et toute l'ambiance, la charte graphique et l'univers visuel qui aura été pensé autour de ça. Aussi, on peut retrouver les supports de communication numérique, donc comme les sites web, les visuels sur les réseaux sociaux ou sur vos sites internet, éventuellement des vidéos en fonction de votre activité, une animation du logo aussi, si on veut voir aussi plus loin. Et je me suis permis d'introduire aussi la notion de naming, donc c'est-à-dire de nom, parce que dans l'identité visuelle, alors au-delà de l'aspect justement visuel du logo, il y a aussi toute la recherche, l'étape de la recherche du nom. Alors, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est vous qui choisissez votre nom, même si vous créez votre entreprise, peut-être qu'il a déjà été choisi, mais c'est vrai que cette étape, pour moi, était vraiment incontournable et très importante, et je voulais vraiment vous le rappeler aujourd'hui, déjà parce que d'une, ça vous permet de vraiment creuser le sujet très en détail, et surtout, ça peut vous permettre de vous différencier des concurrents, donc surtout ce que mes collègues vont vous expliquer juste après moi, par rapport au fait de se démarquer aussi bien pour le référencement, aussi bien aussi sur le site internet par rapport au nom de domaine et sur les réseaux sociaux, avoir un nom qui est différent des autres, forcément, ça a de la valeur ajoutée. Et aussi pour le graphiste, c'est assez sympa de créer le logo. Donc tu peux passer, William, s'il te plaît. Oui, je voulais juste... ce qui était très important, c'est quand tu as parlé d'univers. Hein, oui. Une marque, le graphiste, la création d'un logo, c'est votre univers visuel. Donc, c'est très, très important. Et effectivement, le départ de tout, c'est quand ça reste quand même le nom qu'il faut trouver. Et une erreur que font certains, c'est qu'ils ne googlisent pas leur nom avant. Ils ont une idée en tête. Tiens, je vais l'appeler Chaperon Rouge. Malheureusement, quand on tape Chaperon Rouge sur Google, eh ben, vous avez des milliers de sites qui peuvent être référencés comme ça. Et donc après, ça peut vous coûter très cher en référencement, hein, ce qu'on verra après. Et juste préciser ce que je l'ai pas dit au début, excuse-moi Lola, c'est pourquoi on commence par Lola, parce que c'est le début, quand on crée son entreprise, on trouve d'abord un nom, et après le nom, il faut trouver un visuel et tout l'univers graphique qui va avec. Alors, page suivante. Tout à fait. Et tous ces éléments justement graphiques vont vous aider à développer votre site web, vos réseaux sociaux, etc. Ce qui suit juste après moi. Et aussi, avant de créer votre logo, il est important donc de bien définir. Je trouvais que c'était bien aussi pour vous de vous rappeler ces notions-là, même si elles paraissent évidentes. C'est bien aussi d'avoir des fois des petites piqûres de rappel, soit pour les redéfinir ou les définir dès aujourd'hui. C'est votre secteur d'activité. Peut-être que vous avez évolué depuis quelques années et vous avez besoin de redéfinir votre secteur d'activité ou de le définir et ensuite de le transmettre au graphiste pour vraiment s'imbiber du sujet, de définir vos objectifs et vos besoins, pourquoi vous créez votre entreprise, quels sont vos objectifs à long terme, à court terme, quels sont vos besoins aussi en communication, la promesse aussi de votre activité, qu'est-ce que vous promettez, quel est le but de votre activité. Et en fait, en redéfinissant tout ça, vos cibles principales vont en ressortir, s'éclairer, secondaires aussi, hein, mais toutes vos cibles vont apparaître et forcément, en connaissant vos cibles, en connaissant tout ce secteur-là, vous saurez, enfin, ça va vraiment vous aider à définir votre logo et à vraiment penser votre logo pour votre entreprise, pour aussi votre future clientèle,
et non pas pour vous parce que vous aimez un logo, parce que vous aimez le rouge, par exemple. C'est vraiment, là, ça sera vraiment vous aider à définir votre univers en globalité. Et bien sûr, vos valeurs et le message à transmettre, parce que dans une entreprise, on le sait, il y a quand même de l'humain, et les valeurs restent primordiales quand on crée une entreprise. Alors, un autre petit conseil que j'ai envie de vous donner aussi, c'est d'observer la concurrence, parce que ça peut vous aider à vous différencier. Alors, observer la concurrence, c'est pas forcément s'en inspirer. Au contraire, ça peut aussi vous aider à vous inspirer, parce que ça peut vous donner des idées. Mais c'est surtout justement pour vous dire, ah bon, bah, je vais pas forcément faire pareil pour avoir aussi mon univers à moi et pas avoir un copier-coller. Comme William l'expliquait, c'est bien aussi d'aller sur Google et de regarder ce qui se fait. Moi-même, pour mon entreprise, j'avais des idées de noms. Et quand je suis allée sur Google, ah bah mince, y a déjà quelqu'un qui avait eu l'idée. Donc c'est bien aussi de se renseigner avant. Et en fait, avant de créer votre logo, il est important de bien définir tout ce que vous a énoncé Lola, est-ce que vous voyez à l'écran, pour vous-même, mais aussi pour le professionnel comme Lola, vous allez voir, pour lui donner des indications de ce que vous voulez, quelles sont les valeurs de votre entreprise, les valeurs, les vôtres aussi, hein, en tant qu'être humain, que vous voulez transmettre. Et comme ça, le professionnel, la professionnelle, pourra travailler sur votre image. J'ai pas dit de bêtises? Non, c'est très bien. On aura toutes les clés en main justement pour, pour créer ensuite sereinement. Ensuite. Et justement, qui peut créer votre logo? Parce que voilà, des fois on se dit, mais moi j'ai envie de créer mon logo, c'est mon entreprise, j'ai envie de créer mon logo parce que c'est mon bébé, c'est vraiment mon entreprise. Donc d'accord, c'est tout à votre honneur, mais je pense que vous allez, si vous n'avez pas forcément les compétences et la formation derrière, vous risquez de vous confronter à beaucoup d'heures de travail fastidieuses, d'arriver face à un mur en fait, parce qu'à un moment donné vous avez l'idée en tête, mais vous n'allez pas forcément réussir à retranscrire sur le papier ou sur l'ordinateur l'idée que vous aviez eue dès le départ. Donc pour ça, il existe donc des agences de communication, des studios graphiques ou des graphistes freelance donc qui sont indépendants, donc comme moi par exemple, qui peuvent vous aider à créer votre logo. Donc il faut savoir aussi que des générateurs de logos en ligne existent. Donc, par exemple Canva, Freepik ou d'autres, dont vous pourrez trouver des logos à 0 €, des logos à 30 €, donc pas très cher, gratuits peut-être, où vous n'aurez qu'à, entre guillemets, intégrer votre nom et hop, en 5 minutes, vous avez votre logo. Ça se fait, mais je voulais vraiment attirer votre point d'attention sur ça parce que malheureusement, alors je vais toujours prendre cet exemple que je prends à chaque fois. Si vous êtes par exemple vous avez un commerce sur rue, donc un pignon sur rue, donc je sais pas moi, un coiffeur, vous avez votre logo que vous avez créé sur Canva ou un autre support de générateur de logo en ligne. Vous aurez peut-être des couleurs différentes que vous avez choisies, votre nom, mais par contre, le visuel en lui-même, ça aura été quelque chose qui peut être accessible à d'autres personnes. Donc, vous risquez de vous retrouver avec des concurrents de votre rue qui auront le même logo que vous. Un logo qui n'aura pas été pensé, qui n'aura pas été personnalisé rien que pour vous et qui n'aura pas été réfléchi avec toutes les symboliques autour même peut-être de votre nom, que vous aurez vraiment préalablement choisi et bien réfléchi comme on vous l'a conseillé avant. Donc, comme j'ai aussi noté, un logo de qualité n'a pas seulement pour but de communiquer, mais c'est aussi pour vous de pouvoir donc, vous démarquer des concurrents, mais surtout de laisser une bonne image aussi de votre entreprise et dans l'esprit des gens, et surtout de vos clients ou prospects. Je voulais rajouter quelque chose, mais je le ferai après. Pas de souci. Alors, j'aime bien toujours rappeler cette petite phrase. Votre logo parle pour vous quand vous n'êtes pas là. Parce que c'est vrai que quand voilà, vous êtes peut-être occupé à travailler, votre enseigne, ou quand elle est fermée, ou même quand vous n'avez pas d'enseigne, quand vous êtes en ligne sur votre site, sur vos réseaux sociaux, vous n'êtes pas forcément connecté, mais vous avez une présence. Et cette présence, elle est mise en avant par votre univers graphique, hein, comme on l'a défini tout à l'heure. Et justement, votre logo doit parler, entre guillemets, pour vous, c'est-à-dire qu'il doit tout de suite évoquer
de l'intérêt, à leur questionner, mais en tout cas, vraiment laisser une trace dans l'esprit des utilisateurs ou des clients, qu'ils soient physiques ou en ligne, justement virtuels. Et si je peux me permettre, si je viens de penser à ça, que c'est le fait que le logo n'est pas une dépense, mais un investissement, comme je l'avais aussi déjà expliqué dans mes réseaux. Alors, par rapport à cette conception graphique, alors vous allez vous dire, mais par quoi on commence? Voilà, moi j'ai des idées. Est-ce que ça a une symbolique? Est-ce que il y a une signification? Alors oui, quand on crée un logo, en tout cas par un professionnel qui a vraiment été formé pour créer des identités visuelles, on réfléchit à tout. Que ce soit de la taille de la typographie, du choix de la police, le choix des formes, des couleurs, pourquoi utiliser une couleur chaude, pourquoi utiliser une couleur froide, pourquoi utiliser un triangle, enfin, tout a une symbolique. Aussi, en fonction des gens, des personnes, on va ressentir des émotions et des ressentis différents, parce que tout à chacun, on a des goûts aussi différents. Mais c'est bien aussi de prendre un recul. Comme je vous l'ai un peu expliqué tout à l'heure, c'est, voilà, moi j'aime le rouge par exemple, mais d'autres ne l'aimeront pas. Mais c'est pas parce que moi je l'aime que je vais forcément le mettre dans mon logo si ça n'a aucun lien avec mon activité. Et c'est vrai que des fois, ce que j'ai pu remarquer depuis le début du lancement de mon entreprise, c'est que des clients arrivent avec des idées. Donc c'est bien aussi d'avoir des idées, il faut le dire, il ne faut pas hésiter à tout dire, parce que des fois ça peut déboucher sur d'autres idées. Mais parfois, ça n'a aucun lien avec l'activité et des fois, ça peut même desservir au lieu de mettre en valeur, parce que ça peut toucher, ça rappelle une histoire, etc. Mais c'est aussi le rôle du graphiste d'aiguiller, de vous aiguiller, d'aiguiller les clients par rapport à ce choix-là et à la conception. Et c'est aussi ça la valeur ajoutée, de pouvoir se dire je suis accompagnée, à tout moment on peut modifier le logo pour qu'il corresponde à mon image et à celle de mon entreprise et les valeurs que je souhaite transmettre. Donc toute cette conception graphique, en fait, elle est quand même longue. Ça se fait pas en 5 minutes normalement, parce que à la fin on se retrouve avec vraiment quelque chose de défini et d'unique et de personnalisé pour vous. Alors, je voulais évoquer aussi la charte graphique. Donc, c'est le guide des bonnes pratiques dans lequel on va retrouver en fait toutes les règles d'utilisation de votre logo et des éléments graphiques. On va dire que c'est un peu le pilier de la stratégie de communication qui peut être mise en place aussi, par exemple, par un community manager qui va vous aider justement à communiquer sur vos réseaux sociaux avec une stratégie préalablement établie. Et dans cette charte graphique, on peut aussi trouver l'histoire de la marque, le logo, toutes vos typographies utilisées, donc que ce soit les typographies du logo, mais aussi les typographies du site internet, les typographies sur vos supports de communication, qu'ils soient imprimés ou numériques, les couleurs aussi, donc c'est avec tous des codes différents pour que vous puissiez les réutiliser si besoin, tous les éléments visuels donc déjà évoqués, ainsi que les supports. Et toute cette charte graphique va vraiment être le pilier pour vous, dans le sens où vous aurez des bonnes fondations solides pour pouvoir avoir un avenir serein de votre entreprise avec une cohérence graphique, pour que vos futurs clients tout de suite soient dans votre ambiance et se disent « Ah ok, je suis dans cette entreprise, c'est sérieux parce que tout a été pensé et réfléchi » et ça met aussi en confiance. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la charte graphique, très rapidement, bien sûr, pour ne pas m'étendre trop sur le sujet. Alors, un exemple. Un exemple, et un bel exemple, parce qu'il s'agit donc du logo que j'ai créé pour Caroline, qui est parmi nous, donc fondatrice de la Crête Dorée. J'ai souhaité vous mettre un exemple du coup de Caroline, j'aurais pu vous en mettre d'autres, mais je trouvais que c'était sympathique sans vouloir faire trop de publicité, mais vraiment pour vous expliquer les manières de créer un logo et aussi pour faire un lien sympathique avec Caroline, qui va vous présenter après son métier. Mais son activité consiste à accompagner les entreprises dans leur communication sur les réseaux sociaux et en stratégie justement de communication. Et le petit lien aussi, elle a choisi un nom. Et elle n'a pas choisi un nom au hasard. La Crête Dorée, pour ceux qui connaissent et qui s'y connaissent en oiseaux, c'est le petit roitelet. Donc c'est un tout petit oiseau qui a une crête justement dorée, une petite houppette jaune. Je vous invite à aller voir si vous voulez. J'aurais peut-être dû mettre une photo, c'est vrai, de l'oiseau, et qui parlait beaucoup à Caroline parce que
l'oiseau, donc il a beaucoup de symbolique, je ne vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais le choix du nom a vraiment été réfléchi parce que voilà, l'oiseau communique, vole, l'esprit libre, le fait aussi d'accompagner parce qu'il y a la confiance de l'oiseau. Voilà, il y avait vraiment beaucoup d'univers autour de ça et de symbolique et de justification qui font que Caroline n'a pas tout de suite trouvé ce nom-là. Moi, je l'ai aiguillé un petit peu à la fin, mais vraiment à la fin, sinon c'était vraiment toute la trame, elle l'a réfléchi et ça a vraiment été une révélation au bout de quand même quelques temps. Ça s'est pas fait voilà, en un claquement de doigts parce qu'il y a une réflexion derrière. Donc, elle m'a contactée pour créer son logo. Je vous ai mis vraiment 3 exemples parce qu'il y avait 3 pistes différentes, mais il y en avait beaucoup plus que ça. En réalité, il y a eu beaucoup plus de travail, mais c'était vraiment pour vous synthétiser ce que vous pouvez trouver quand on crée un logo. Donc, ces demandes, c'était Lola, je souhaite le roitelet. Donc, comment visuellement, ça, c'est dans les mains du graphiste. Et surtout, elle avait réfléchi au préalable aux couleurs. Elle n'était pas obligée, mais c'était vraiment une volonté parce qu'elle allait jusqu'au bout des choses et Caroline souhaitait le bleu et le jaune. Donc le bleu pour justement ce côté quand même professionnel, rassurant, posé, calme, et le jaune pour le côté un peu plus justement communicant, dynamique, volontaire et aussi rappeler la crête dorée, donc jaune du roitelet. Donc tout ça, c'était mis ensemble. Donc voilà, avec tout ça, j'ai proposé 3 univers. Donc on peut voir en haut, donc au milieu. La première piste, c'était une piste géométrique. Donc, je m'étais dit, on va représenter de manière géométrique le roitelet. Je m'étais vraiment inspirée d'une photo pour essayer d'être cohérente proportionnellement avec les oiseaux. Donc, ça, c'est pas justement un icône ou un logo qu'on peut trouver sur Internet. C'est vraiment créé spécialement pour Caroline, unique, rien que pour elle et son entreprise. La seconde piste, donc au milieu, était une piste plutôt poétique parce que c'est un oiseau dessiné à main levée pour justement évoquer un peu cet aspect léger et fluide entre Caroline et ses clients aussi, de simplicité pour communiquer ensemble. Et enfin, donc, une piste totalement différente, une piste un peu plus atypique avec, où j'avais repris les hauts, où j'avais un peu trafiqué les hauts de la typographie pour en représenter un oiseau un peu plus, voilà, peut-être rigolo, toujours en utilisant cette fameuse houppette dorée. Voilà. Donc, et au final, c'est le logo à droite qui a été retenu. Donc après, justement, on peut voir la différence entre la crête de l'oiseau au milieu et la crête de l'oiseau à droite. On avait fait évoluer justement cette crête dorée avec le rappel de la couleur pour justement se démarquer. Et avec ces 3 pistes, justement, Caroline avait tous les clés en main pour justement choisir le logo qui lui plaisait, adapter, modifier, changer la typographie, prendre une typo de la piste 1, de la piste 3, voilà, vraiment pour arriver à la fin à quelque chose qui lui corresponde et qui lui a plu. Si vous voulez en savoir plus, on avait justement une vidéo autour de ce sujet parce qu'on ne va pas trop s'étendre sur ça maintenant. Et donc, on met tes coordonnées à la fin. Oui, voilà. Je voulais juste rajouter rapidement, il y a aussi une différence. Pourquoi passer par un professionnel? Si vous travaillez de votre côté avec votre logiciel de photos, d'imagerie, vous faites ça avec Canvas ou avec PowerPoint, avec Word, etc. C'est la qualité du fichier qui va ressortir, qui sera peut-être pas de bonne qualité. Après, si vous avez besoin de faire des kakémonos ou des grandes tailles, parce que ce sera tout pixelisé, par exemple. Un professionnel, lui, va travailler avec du matériel professionnel, ça vaut mieux, mais les couleurs qu'il a à son écran, ça va être les mêmes qu'il va sortir à l'impression. Donc, il a le respect de la couleur du début jusqu'à la fin de la chaîne, par exemple. Il y a plein de détails comme ça, on pourrait encore en parler pendant des heures, Lola. Moi, c'est quelque chose qui me passionne aussi. C'est vrai que ça me paraît tellement évident que je n'ai pas forcément, mais merci de le rappeler parce que c'est vrai que pour des personnes, c'est pas forcément le inné et c'est bien de le rappeler. J'ai créé un site là il y a pas longtemps pour l'association et moi j'ai été jusqu'à modifier la teinte des photos des images pour rappeler un petit peu les couleurs du logo. Vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça que ferait un pro. Déjà, moi, c'est mon nom de famille. Je suis né comme ça. Bon.
Bon, merci beaucoup Lola. Il y a des questions, on les verra à la suite. Et une fois qu'on a trouvé le nom, qu'on a créé son logo, ben on peut peut-être commencer à créer son site internet. N'est-ce pas, François? Effectivement, la suite logique ensuite, c'est de créer son site web et puis de s'exporter en ligne pour parler de soi, parler de son activité et de son business. Alors, les questions qui vont revenir principalement à quasiment tous les entrepreneurs, créateurs d'entreprises, il y a beaucoup de questions, hein, mais il y en a certaines qui reviennent de façon très récurrente. C'est à savoir, est-ce que je crée mon site tout seul ou est-ce que je passe par une agence? Si je passe par une agence, comment je choisis l'agence qui va pouvoir m'accompagner? Et puis, au final, la question que vraiment tout le monde a en tête avant même les deux premières, ce serait combien ça va me coûter tout ça. Eh oui. Oui. Donc, on va essayer de dégrossir. Joseph pourra témoigner, mais tous les webinaires qu'on fait avec Google Atelier Numérique, il y a toujours à un moment donné ce genre de questions qui arrivent pendant le live. Ce qui est bien légitime, effectivement. Donc, créer son... Oui, pardon. Donc déjà, François, c'est la société Site eWork, hein, que vous avez oui, tout à fait. Que tu as créé avec un ami. Exactement, avec un copain d'enfance et collègue aussi par la suite, avec qui on a travaillé 15 ans ensemble dans une autre activité, un autre domaine qui n'a rien à voir. Et on a créé l'entreprise il y a bientôt 2 ans. On est bientôt à 2 ans de création d'entreprise et on accompagne justement les créateurs, repreneurs et principalement ceux qui n'ont pas forcément de gros budget. On se concentre sur eux parce que ça nous plaît, voilà, d'aller là où les autres veulent pas aller. Nous, on est là. Tu as bien raison. Donc, alors, je fais mon site web si je le fais moi-même. Donc, plusieurs solutions. Avant de répondre à cette question-là, il y a d'abord... Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors, abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Comment dire? Il faut répondre à des questions au niveau de votre projet. Passer par une agence ou le faire tout seul, ça va dépendre de vos compétences techniques, de votre temps, de votre budget et surtout de l'enjeu de votre projet. Quelqu'un qui va créer un site, un petit blog entre amis ou un site d'association pour essayer de faire vivre un petit peu l'association, montrer ce qu'on fait, etc. Il existe des plateformes telles que Wix, Komodo, il y en a toute une palanquée sur Internet sur lequel on peut créer quasiment gratuitement un site internet qui fonctionnera très bien, qui fera le café, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, il n'y a pas d'enjeu dans ce genre d'activité. Si demain, il y a un mauvais référencement, on ne vous trouve pas facilement, c'est vous qui allez communiquer sur votre marque, sur votre association, et généralement, vous allez arriver à toucher votre cible. Parce que très souvent, les associations, elles interviennent de façon plutôt locale. En revanche, si vous avez un enjeu de business en ligne, c'est-à-dire faire de l'argent concrètement, hein, vendre des services ou vendre des produits, eh bien, la question de passer par une entreprise ou le faire soi-même, elle va prendre une autre dimension. Si vous faites votre site vous-même avec des enjeux économiques derrière, déjà, faut avoir donc comme je disais tout à l'heure, il faut le temps. Il faut également les compétences. Et il y a tout un aspect en plus un peu sombre qui est l'aspect juridique avec la RGPD, protection des données. Enfin, il y a énormément de choses et je vais pas tout énumérer, on passerait la journée là-dessus. Il y a énormément de choses à prendre en compte lorsque vous faites un site web professionnel avec des enjeux financiers derrière qui, pour moi, à mon sens, nécessiterait de passer forcément par une agence. Comme je vous le disais, hein, le fait de faire son site soi-même, c'est possible. Moi, je connais des personnes qui l'ont fait pour eux-mêmes. À la fin, maintenant, je vais passer par une agence parce que mon activité, elle commence à bien marcher et puis je veux quelque chose de sérieux qui tient la route, etc., etc. Donc voilà, c'est autant de paramètres à prendre en compte, vos compétences techniques, votre temps que vous êtes capable d'allouer et puis, bien sûr, votre budget et surtout l'enjeu de votre projet. Si vous êtes à l'aise avec les technologies, comme je le disais tout à l'heure, et que vous avez du temps, etc., au contraire, c'est génial, vous apprenez plein de choses. J'invite même les gens à le faire, pourquoi pas, ça va vous apprendre à... C'est qu'il y a plein de choses à savoir en création d'un site. Hein. C'est ça. On ne se rend pas compte, mais entre le dépôt du nom de domaine, les serveurs DNS, l'adresse IP, le serveur, le type de certificat SSL, etc., etc. Il y a énormément de savoir travailler les images, savoir travailler les vidéos, savoir faire de la contextualisation. Enfin,
Surtout très souvent, lorsque quelqu'un démarre un projet web solo, très souvent, ça passe aussi par le logo et le graphisme. Je vois pas pourquoi quelqu'un irait mettre de l'argent dans un logo si c'est pour derrière faire son site lui-même. Généralement, c'est l'argent qui l'intéresse et d'être au plus bas prix. Donc, vraiment, pour moi, la question d'enjeu est primordiale. Si vous avez un projet avec des enjeux, passez par des professionnels. Si vous avez un projet qui n'a pas d'enjeu à proprement parler, effectivement, vous pouvez vous amuser à tenter l'expérience et l'aventure à le faire vous-même. Alors, donc, si on veut le faire soi-même. Donc, si on veut le faire nous-mêmes, il existe plusieurs solutions telles que Wix, pour ne citer que, parce que c'est, je pense, les plus connus. Il y a mon site, Monster Site, ou je sais plus exactement, Komodo. Enfin, il en existe pas mal. Les inconvénients de passer par ce genre de site, c'est que vous n'avez pas la main sur tout. C'est-à-dire, vous allez pouvoir créer une certaine partie du site, certaines fonctionnalités, et dès lors vous allez vouloir pousser les choses, ah, ça c'est une option payante, ah, là aussi il faut que je paye. Et au final, vous partez d'un projet qui initialement est censé être gratuit à un projet qui va vous coûter un peu d'argent. Combien? Tout va dépendre de vos exigences personnelles. Donc ça, c'est à prendre en compte également. Ensuite, au-delà d'avoir les compétences de l'informatique, c'est-à-dire je vais moi-même créer mes blocs, assembler, mon site il est super joli, j'ai réussi. Il y a aussi tout ce qui est accessibilité juridique, le contenu aussi, la pertinence du contenu, tout ce qui va permettre aussi de favoriser votre référencement, dont Joseph vous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Tout ça, c'est des choses, voilà, il faut avoir des compétences, hein, ça s'apprend pas comme ça s'invente pas non plus, et vous aurez beau regarder des tutos, vous passerez forcément à côté de certaines choses. Donc, une fois de plus, selon l'enjeu de votre projet, allez-y ou passez plutôt par une entreprise. Et le côté véritablement gratuit, je sais plus quel développeur en ligne gratuit fait ça. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le 100% gratuit, votre URL, elle va porter une partie du nom de votre site, .wix par exemple, .fr. Donc vous aurez toujours le nom de l'entreprise qui vous permet de faire votre site gratuit, qui va venir dans votre URL. C'est pas forcément très sexy lorsque vous avez une marque, un branding à promouvoir et à développer. Donc voilà, ça fait partie des petits inconvénients que vous pouvez rencontrer dans le développement du faire soi-même. Il y aurait encore d'autres choses certainement à dire, j'oublie certainement des contraintes et autres, mais comme on le disait tout à l'heure avec William, il y a tellement de paramètres. La RGPD, j'en ai pas parlé, la RGPD qui est de plus en plus au cœur de la CNIL, c'est des choses qui sont très importantes de tenir en compte, c'est-à-dire est-ce que vous captez ou non des données personnelles sur votre site, et si oui, comment vous traitez tout ça, comment vous répondez à la réglementation face à vos usagers. Et puis, pour la sémantique, hein, sur ton slide, on voit écrit UX et Oui. UI. Donc, UX, c'est User Experience, donc l'expérience utilisateur, c'est-à-dire à quel endroit je mets ce bouton-là, pourquoi je mets cette image-là sur le site, à quel endroit je mets le texte, etc. Comment c'est plus facile pour moi pour naviguer, comment ça va être plus facile pour la personne pour pouvoir acheter le produit. Et le UI, c'est le User Interface. Donc, c'est l'interface utilisateur. Exactement. Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé. À chaque fois, il y a des métiers derrière. Hein. Il y a des spécialistes de l'UX, il y a des spécialistes de l'UI, etc., etc. Pour renforcer un peu la crédibilité de tout ça, Google, dans l'algorithme de l'analyse du site, intègre ce genre de choses. L'accessibilité en fait partie aussi. L'accessibilité, c'est le fait de pouvoir lire très clairement les informations présentes sur un site. Exemple, un texte blanc sur un fond blanc, quelqu'un qui a des difficultés à voir, un texte blanc sur un fond clair, quelqu'un qui a des difficultés à voir ne va pas forcément le voir très bien. Donc ça, les algorithmes Google et certainement d'autres moteurs de recherche l'analysent et prennent en compte ces éléments-là pour améliorer le référencement ou au contraire le discréditer. Un exemple, il faut garder en tête à peu près, lorsqu'on veut accéder à une information, l'idéal c'est en moins de 3 clics, j'accède à l'information que je veux. J'arrive sur un site, il faut qu'en moins de 3 clics, je tombe là où je veux aller. Donc voilà, tout ça c'est des choses qui s'improvisent pas, qui s'apprennent avec le temps, avec l'expérience, etc. Donc ça a son importance lorsqu'on fait soi-même son site, c'est de passer du temps à essayer de voir tous ces pavés-là pour connaître le minimum à faire, le minimum requis pour avoir un site qui va à minima être référencé et qu'on va pouvoir trouver assez facilement sur Internet.
Et puis, ça me rappelle il y a quelques années quand Google a décidé de mettre plus en avant les sites. J'ai perdu le mot. Qui s'adaptent automatiquement. Les responsives. Les responsives, merci les gars. Merci les gars, parce que je ne peux pas compter sur les filles de toute façon. Donc, quand Google a décidé de mettre les sites responsives plus en avant, mieux référencés en tout cas, moi j'étais alerté par Google, parce que je les connais bien. Non, c'était pas la Search Console, mon cher Joseph. Qu'il y avait un lien ou un bouton, je crois, qui était trop petit pour les smartphones. Donc, il a fallu que je grossisse mon bouton ou la taille de mon lien, je crois, pour justement que ça soit adapté à des doigts pour qu'on tape sur l'écran. Oui, effectivement, il y a une vraie importance sur le côté responsive parce que la plupart des utilisateurs aujourd'hui utilisent l'Internet le web via le smartphone. L'ordinateur, à mon avis, est de moins en moins utilisé dans la navigation web. Donc, l'importance que tout site s'adapte parfaitement à toute forme d'écran, smartphone, tablette, et puis forcément les grands screens, les grands écrans, ça a une véritable importance et Google et les autres moteurs de recherche l'analysent et pareil, vous rétribuent des points sur le site ou au contraire vous pénalisent sur le référencement. Alors, si on passe par un garçon comme toi, une agence web, un indépendant, quels sont les avantages ? Et quels sont les inconvénients ? Il n'y a que les avantages. Non, c'est très important effectivement lorsque vous prenez le choix de passer par une agence, alors un indépendant ou une agence web, en gros un professionnel, donc qui a de l'expérience pour ça, c'est que vous allez déjà gagner du temps pour vous, etc., que vous concentrez dans votre business. Et c'est surtout que le professionnel va apporter de la pertinence dans votre projet. Il va capter vos besoins, il va pouvoir y répondre de façon précise. Et ça, c'est très important. Il y a la dimension humaine aussi qui est importante. Aujourd'hui, on est de plus en plus connecté, déconnecté, on va dire. Le numérique est un petit peu partout, très, très présent. Et on perd un petit peu cette dimension humaine qui, à mon sens, est importante dans la mesure où, lorsque vous avez un projet web, par exemple, un humain va capter la sensibilité de votre projet qu'une machine ne va pas capter. On a eu des projets équivalents, on va dire, dans le même domaine, mais avec des sensibilités différentes. Ça se ressent sur le site. Chaque personne va vendre ses produits et ses services différemment d'une personne à une autre. Donc, c'est important, effectivement, de garder cette dimension humaine. Ensuite, il faut s'attacher sur les prestations qu'une entreprise propose. Ça, c'est très important puisqu'il y a certaines entreprises qu'on appelle les nouvelles agences web 360 qui font tout. Alors, il y a certainement des entreprises très compétentes dans ce domaine-là, mais il y a certaines entreprises aussi qui, à vouloir trop faire tout ce qui se fait dans le numérique, finissent par se perdre et au final faire tout, mais pas très bien. Des fois, il vaut mieux faire peu, mais très bien, que tout et de façon aléatoire. D'où les métiers bien spécifiques comme Lola en graphiste, Caroline en community management et le référencement aussi qui est avec Joseph, qui est effectivement un métier à part entière. Et chaque personne que je vous ai citée, c'est vraiment des métiers très, très, très spécifiques et qui demandent des compétences très particulières. Personnellement, j'ai déjà réalisé 1 ou 2 logos pour dépanner des clients qui avaient vraiment un budget très limité. Mais je sais pertinemment que le résultat aurait été bien plus pertinent si on était passé par un graphiste. Le prix aussi aurait été certainement découlé un peu, mais voilà. Une fois de plus, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'enjeu de votre projet. L'enjeu est important parce que l'enjeu va vous permettre de définir le budget que vous allez allouer. Les technologies utilisées aussi sont importantes. Renseignez-vous bien des technologies utilisées par l'agence parce que un développement d'un site web en WordPress par rapport à un Symfony, par exemple, en termes de temps, et forcément le temps c'est le coût, vous n'aurez pas un projet qui aura la même valeur. Les fonctionnalités pourraient être les mêmes, on pourrait faire parfaitement un site identique en WordPress et en Symfony, sauf que le temps passé ne va pas du tout être la même chose. Donc l'avantage d'une agence ou d'un indépendant, c'est que lui, en fonction de votre projet, de vos besoins, il va être en mesure de vous dire oui ou non, c'est plutôt telle technologie ou telle technologie qu'il va falloir utiliser. Et puis l'avenir aussi. Et l'avenir aussi, tout à fait. Tout à fait, il y a ça aussi, parce qu'un site, ça a besoin de se maintenir. Il y a des technologies qui peuvent être vieillissantes, qui vont pas forcément être mises à jour ou autres. Donc il y a tout ça. Le professionnel, lui, a ces connaissances-là. Il fait de la veille informatique, de la veille technologique. Donc normalement, il est censé pouvoir vous proposer des technologies qui
normalement sur le long terme, vont tenir la route et vont vous permettre de continuer à faire fonctionner votre business. Il y a ensuite, on peut parler des formalités contractuelles. Lorsqu'une agence va vous proposer ses prestations, assurez-vous bien de savoir de quoi il en retourne. Est-ce qu'à la fin, lorsque vous avez payé votre site, vous êtes propriétaire ou est-ce que c'était un contrat de location? Pareil, on a eu des cas où des agences vendent leur site sous forme de loyer en gros et par exemple en 4 ans vous payez 150 € par mois, faites le calcul, 150 € par mois sur 4 ans, ça commence à faire un budget. Donc bien s'assurer que vous soyez propriétaire de votre site, sauf si c'est un projet éphémère et vous avez besoin d'un site sur une courte période, bon pourquoi pas d'allocation. Ça existe, ça se fait de plus en plus en tout cas. De quoi on peut parler lorsqu'on choisit une agence web ou un indépendant? Il y a les charges de fonctionnement aussi. Bien se renseigner de la maintenance. Qui gère la maintenance? Est-ce que c'est le professionnel ou est-ce qu'il vous laisse à votre charge la maintenance? L'hébergement, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est lui qui prend en charge? Toutes ces questions techniques, un professionnel va pouvoir s'en occuper et répondre à ces questions-là. Si demain vous le faites vous-même, il va falloir vous matraquer toutes ces questions et puis se renseigner. Un hébergement, il y a 36 000 hébergeurs, lequel je prends. La maintenance, comment je fais, comment je m'y prends, les contraintes, etc. Enfin, voilà, c'est une fois de plus, en fonction de l'enjeu de votre projet, réfléchissez bien au fait de le faire vous-même ou par une agence web, sachant qu'il y a tout le back-office derrière qu'il faudra maîtriser. Et puis aussi, si vous choisissez une entreprise ou un indépendant, pensez à vérifier la santé de l'entreprise. On a eu le cas d'un client l'année dernière qui a fait un site, peu importe le prix, 6 mois après l'entreprise fermée. Du coup, il s'est retrouvé sans site. Il a ni eu les codes ni les mots de passe pour reprendre son site la maintenance. Du coup, il s'est retrouvé avec un site qui était down au bout de quelques mois parce que plus de règlement, etc. Donc voilà, il y a toute cette dimension-là aussi qu'il faut faire attention. Regardez les avis, c'est très important. L'historique aussi de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Regardez son portfolio, regardez ce qu'elle a déjà produit. Ça permet aussi de connaître et de voir la sensibilité des développeurs qu'il y a derrière. Donc tout ça, c'est autant de choses qui sont très importantes et qu'il faut prendre en compte si vous voulez éviter des erreurs et puis des déconvenues financières suite à des mauvaises décisions. Même si c'est pas toujours évident, on en convient. Bien, merci beaucoup François. Merci à vous. De CityWork. Donc situé à Chasseneuil, tout à fait, c'est CityWork. On est situé donc à Chasseneuil, à côté du Futuroscope, de notre beau parc du Futuroscope. Si vous avez des questions, que ce soit des projets ou même des questions, alors il y a le chat en bas, et sinon n'hésitez pas à garder nos coordonnées, puis prendre contact si besoin. Ah, autant pour moi. Il n'y a pas le chat en bas pour poser des questions, il y a l'icône question. Oui, c'est l'icône question, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à utiliser l'icône question. Merci François. Et on va passer maintenant à Caroline. Alors Caroline, je suis désolé, mais Lola et François ont pris beaucoup de temps, donc tu n'as droit qu'à 6 minutes. J'ai chronométré, j'ai pris 16 minutes. Oula, c'est un grand défi pour moi de parler en 6 minutes. Je ne sais pas si je vais réussir à relever le défi, mais allons-y. Je te donne 1 minute de plus, mais c'est tout. Super, merci William, merci Second Souffle pour cette belle opportunité d'avoir organisé ce webinaire. Et donc, je ne me présente même pas parce que Lola l'a très bien fait tout à l'heure et je la remercie beaucoup pour cette présentation. Alors moi, je vais vous parler des réseaux sociaux. Donc, pour commencer, je vous montre à l'écran, William vous montre à l'écran différents chiffres sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la question est de savoir est-ce qu'il y a un intérêt à communiquer sur les réseaux sociaux, à être présent sur les réseaux sociaux? Bon, la réponse, je vous la donne tout de suite, c'est oui. Pourquoi? Parce qu'on va répondre à beaucoup de questions de pourquoi. Donc, pourquoi est-ce qu'on communique sur les réseaux sociaux? Chaque année, en fait, on peut retrouver des statistiques qui sont réalisées pour voir le nombre d'utilisateurs actifs, pour voir le pourcentage de la population active sur les réseaux sociaux. Et on constate, par exemple, que sur YouTube, 80% de la population est sur YouTube, on utilise YouTube. Et quand on regarde les chiffres… En France. En France, pardon, oui. Là, je vous ai donné des chiffres plutôt français, mais après, vous pouvez trouver des statistiques sur des chiffres internationaux. Là, j'ai fait un focus plus français.
Là, ce qui m'intéressait sur ces chiffres, c'est de voir le nombre d'utilisateurs actifs mensuels, mais voir aussi par rapport à 2022. Et comme on peut voir, par exemple, j'aimerais bien que tu fasses un petit zoom sur ce qui est en bleu marine, un peu plus gros. Voilà. Par exemple, YouTube, on voit que c'est plus 6% d'utilisateurs par rapport à 2022. Et là où c'est le plus flagrant, c'est il y a TikTok, mais aussi LinkedIn et l'utilisation de WhatsApp. Et on constate que tous les réseaux sociaux sont en train d'augmenter, enfin qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, à la différence de Facebook qui a perdu 24% par rapport à 2022. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de communiquer sur Facebook parce qu'il reste quand même numéro 3 sur le classement. Mais voilà, donc ça, c'est des statistiques à prendre en compte pour comprendre un peu l'évolution des réseaux sociaux. C'est très important dans votre stratégie de communication de savoir sur quels réseaux sociaux vous allez pouvoir communiquer. Eh bien, merci Caroline, et on se retrouve la semaine prochaine. C'est déjà rapide, trop rapide. Du coup, d'autres statistiques, d'autres chiffres à savoir toujours sur la France. Donc, au total, on compte plus de 52 millions d'utilisateurs actifs par mois, ce qui représente 80%, plus de 80% de la population française. Un chiffre très, très important que je souhaite pointer, c'est surtout les 1h55 minutes. Qu'est-ce que c'est? C'est le temps moyen pour un Français passé sur les réseaux sociaux. Donc, il faut s'imaginer que, en moyenne, on passe à peu près 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Peut-être parce que votre cible y est, parce que si 80% de la population est sur les réseaux sociaux, c'est que ça pourrait vous permettre de gagner en chiffre d'affaires, en visibilité, en notoriété. Et en plus, s'ils passent chacun 2 heures, alors 2 heures, c'est une moyenne parce qu'en fonction de l'âge, s'ils sont plus jeunes, on a tendance à passer plus de temps. Si c'est une population plutôt plus âgée, on passe un petit peu moins de temps sur les réseaux sociaux. Ça dépend, parce que quand on est très âgé, on y passe plus de temps parce qu'on met plus de temps à appuyer sur... C'est ça, voilà. C'est vrai, j'avais pas pensé à cette notion-là, mais effectivement. Donc, voilà, grosso modo, pour les chiffres, c'est des chiffres importants pour comprendre pourquoi il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, on peut passer à la suite. Justement, les différentes fonctionnalités. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ces fonctionnalités? C'est parce que les réseaux sociaux, ça évolue tellement, et en une année déjà, ça devient vite obsolète dès qu'on donne une information, parce qu'un an plus tard, il y a une autre fonctionnalité qui fonctionne. Et donc, par exemple, là, pour les dernières nouveautés, j'ai envie de parler de Facebook avec la nouvelle interface du réseau social. Je ne sais pas si vous avez pu le constater, mais avec Meta Business Suite, plus l'interface du réseau social, voilà, c'est assez récent, c'est un peu nouveau, et il y a un petit temps d'adaptation. Vous avez sûrement dû voir l'information, mais maintenant sur Instagram, on peut rajouter en biographie jusqu'à 5 liens URL, donc qui peuvent renvoyer sur le site internet, sur le blog ou pour télécharger une application sur le lien du téléchargement, etc., etc. Donc ça permet de diversifier justement cette possibilité. Sur LinkedIn, ça c'est vraiment une très grande victoire et une très grande satisfaction, mais de pouvoir de programmer ses publications sur LinkedIn depuis le début de l'année, ça c'est top. Franchement, ça fait du bien. Et Twitter, donc ça permet de partir en vacances et de programmer ses posts. Voilà, c'est ça. Ça se programme tout seul et on peut partir en vacances effectivement. La conscience tranquille. Faut pas qu'il y ait de bugs. Après, pour Twitter, bon, ça, vous l'avez entendu, c'est plutôt une nouveauté fin 2022, mais comme ça a changé pas mal dans les algorithmes aussi de Twitter, il y a aussi l'abonnement de Twitter Blue qui permet il y a différentes fonctionnalités qui sont comprises dedans, de savoir est-ce que ça vaut le coup d'y être ou pas. C'est à vous de voir. Il y a plusieurs fonctionnalités, plusieurs choses qui permettent d'avoir des fonctionnalités vraiment différentes par rapport à Twitter gratuitement. Donc voilà, c'est grosso modo les nouveautés, mais des nouveautés, il y en a tout le temps, ça change beaucoup, ça évolue beaucoup, et d'où le métier de community manager qui consiste à rester toujours en veille des dernières nouveautés, parce que si on communique comme il y a 5 ans, c'est un peu compliqué. Ouais. Puis toi, Caroline, tu n'es pas toujours en veille, tu es plutôt toujours allumée. Voilà, exactement, c'est ça. On peut passer à la slide suivante, du coup. Alors, pour savoir sur quel réseau social communiquer, c'est très important de déterminer ce qu'on appelle le client idéal ou le buyer persona. Excuse-moi, Caroline. Oui, juste avant ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que
le premier slide qu'on vous a montré, c'était de vous dire que c'était YouTube qui avait le plus d'utilisateurs, ensuite c'était WhatsApp, ensuite c'était Facebook, etc. Mais vous n'avez peut-être pas un intérêt à être présent sur YouTube, ni sur WhatsApp. Donc, c'est pour ça, voilà, j'y reviens, qu'il faut faire son personae. Voilà, parce qu'en fait, déterminer son client idéal, donc je rappelle que le client idéal, c'est un personnage qui est fictif, que vous inventez vous-même, c'est le client que vous souhaiteriez avoir, en fait, pour vos services ou vos produits, pardon. Et il faut vraiment réussir à l'imaginer, à le créer pour pouvoir mieux communiquer, parce que sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est de faire passer le bon message à la bonne personne au bon moment. Et pour cela, très important de décrire son client idéal. Il faut imaginer, est-ce que par rapport à vos produits et services, est-ce que vous touchez tout le monde? Est-ce que vous touchez les familles, les hommes, les femmes? Quelle tranche d'âge, etc. Plus vous allez détailler votre client idéal et plus ça va vous permettre de comprendre ses besoins, de comprendre ses habitudes de consommation et de savoir, de connaître son appétence par rapport aux réseaux sociaux et savoir quel réseau social ou quels réseaux sociaux au pluriel il utilise justement. Donc, c'est très important de bien le détailler, de bien le déterminer. Il faut vraiment se poser. C'est une étape très importante, mais pas que pour les réseaux sociaux, parce que ça concerne vraiment pour beaucoup de choses en fait. Mais de bien déterminer tout ça, parce que ça va permettre ensuite de créer ce qu'on appelle un calendrier hebdomadaire. Et en fait, c'est le petit calendrier que vous voyez ici. En fait, on va pouvoir imaginer notre personnage si, par exemple, il fait plutôt des horaires de bureau, voilà, à quelle heure il se lève, donc à quelle heure est-ce qu'il est disponible, à quelle heure il se déplace, à quelle heure il commence le travail, etc. Et le fait d'avoir bien décrit votre client idéal, ça vous permet de bien situer, de bien comprendre comment il fonctionne, à quel moment il se connecte le plus. Et en fait, tout ce que j'ai pu mettre en rouge, par exemple, là, c'est un exemple de tableau. Ça ne veut pas dire qu'il faut le recopier à l'identique. Il faut l'imaginer selon votre client idéal. Et tout ce qui est en rouge, en fait, ça va être les moments où votre client potentiel, en tout cas, serait disponible pour se connecter. Et donc, c'est à ce moment-là que vous faites passer le bon message à la bonne personne au bon moment. Très bien. Et ensuite, la deuxième étape. Et donc, la deuxième étape, très important, c'est de choisir un réseau social pour commencer. Si vous commencez votre activité récemment, il n'y a pas besoin de communiquer sur 5 réseaux sociaux, de se lancer sur tous les réseaux sociaux et allez, on y va aussi, on va sur TikTok parce que c'est à la mode et que ça fait tendance, c'est bien. Non, en fait, il vaut mieux avoir un seul réseau social et le faire bien que d'être sur tous les réseaux sociaux parce que déjà, chaque réseau social va avoir une particularité, des fonctionnalités différentes. Là, j'ai pris l'exemple de LinkedIn, de réfléchir en stratégie, est-ce que je vais plutôt prendre un profil ou une page entreprise, savoir toutes les fonctionnalités qui existent sur LinkedIn. Donc, on peut rédiger du texte, partager des gifs, des photos, des vidéos, faire des carousels, des sondages, etc., etc. Il faut déjà avoir connaissance de tout ça pour pouvoir les utiliser. Et connaître les codes de chaque réseau social, parce que chaque réseau social, du fait de sa particularité, même s'il y a parfois des ressemblances d'un réseau social à l'autre, très important de connaître toutes les fonctionnalités, savoir comment fonctionnent aussi les algorithmes du réseau social. Et si vous voulez en savoir plus, vous pourrez revoir les webinaires que nous avons fait ensemble avec Caroline sur notre chaîne YouTube de Second Souffle. Hein. Oui. Et on arrive à la troisième étape. Exactement. Donc, il y a un petit décalage. Voilà, ça arrive tout de suite. Donc, vous avez défini votre client idéal, vous avez défini tout ce qu'il fallait, son emploi du temps, tout ça. Maintenant, très important, c'est d'avoir une ligne éditoriale. C'est-à-dire, est-ce qu'on communique au jour le jour? C'est pas une très bonne idée parce que vous risquez d'être dans le rush, vous risquez de perdre la motivation parce que ça prend du temps. Et donc, très important de réaliser une liste d'idées de contenu adaptées à la demande de votre client idéal. Qu'est-ce que votre client idéal souhaite voir en vous suivant? Lorsqu'il décide de vous suivre, quelles sont les informations, le contenu qui va l'intéresser? Et donc, c'est important de réfléchir à tout ça. Là, je vous ai fait une liste non exhaustive de tout plein de sujets de contenu. On n'oublie pas, et je l'ai mis en tout premier, parce que comme on l'a très bien dit, même si on est sur le digital, l'humain, c'est très important. Donc, parler de votre entreprise, de son histoire, des valeurs,
Ça se fait beaucoup aussi, mais présenter l'équipe de l'entreprise, ça se fait très, très bien. Plus les collaborations, les échecs, les réussites, ça marche très bien aussi de parler, mais vraiment de tout ce qui englobe l'entreprise, son histoire. Donc très important pour humaniser, c'est très important pour créer une relation de confiance avec son audience. Bien sûr, on n'oublie pas de parler de ses produits et services, parce qu'on est aussi sur les réseaux sociaux pour promouvoir ça, c'est l'objectif. Parler des promotions, des soldes, des offres particulières. Si vous avez des nouveautés, c'est important de communiquer pour informer votre audience. Plus créer du contenu qui permet de donner des conseils, des tutos, des astuces, c'est-à-dire, si moi je prends mon exemple, c'est 3 tips sur Instagram ou comment bien communiquer sur les réseaux sociaux, comment faire un post idéal, comment créer un client idéal, tout ça, etc. Tout ça, c'est des choses gratuites, enfin vous donnez des conseils gratuits, mais qui va attirer l'attention, qui va répondre à un besoin de votre client idéal. Les avis clients, c'est très important. Les retours aussi, parce que c'est pas vous qui le dites, c'est l'autre, c'est le client. Donc, très important. Les jeux concours. Et voilà, oui, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, qu'on cherche à se divertir, parce que quand on pose la question aux personnes, pourquoi est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux en tant qu'utilisateur, on a envie de se divertir, on n'a pas envie de se prendre trop la tête. Donc, voilà, des petits jeux, des devinettes, tout ça, pour montrer quelque chose, un aspect quand même plus sympa. Ensuite, une fois que vous avez votre liste d'idées de contenu, il faut pouvoir les répertorier, les classer dans un calendrier éditorial. Donc, vous pouvez le réaliser avec différents outils. Il y a Trello qui est très connu. Moi, je fais par exemple sur Excel. Avec Excel, je fais des tableaux qui représentent les mois. Et dans les mois, dans le mois, je mets toutes les idées de contenu, je les répertorie pour essayer de varier. C'est formidable ça. Caroline qui fait des tableaux dans Excel. Ça, c'est... C'est pas bien de se moquer. Et donc après, pour rédiger les publications, créer les visuels et programmer le tout, on peut utiliser Canva, voilà, c'est ça. Ou demander à Lola. Voilà, ou demander à Lola. C'est mieux de passer par une graphiste parce que, en tout cas, ça permettrait d'avoir des visuels personnalisés. Mais ne demandez pas à François, en tout cas. Voilà, donc voilà, vous pouvez réaliser vos visuels sur Canva. L'outil est gratuit. Ça permet, si vous n'avez pas un budget, un très gros budget communication, Canva peut dépanner très bien. Et pour programmer, vous pouvez programmer gratuitement sur Meta Business Suite pour Facebook, Instagram, mais ça fait pas tous les réseaux sociaux. Il y a aussi Swello, Agora Pulse, qui sont des logiciels qui permettent de programmer, mais il y a la version gratuite, il y a aussi la version forcément payante. Donc c'est à vous de regarder ce qui est le plus important et tout. Merci Caroline. Donc, pour faire un petit récap avant de se lancer sur les réseaux sociaux, il y a des points très, très importants à voir, de bien choisir le réseau social en fonction de son client idéal. Donc, c'est vraiment le client idéal est au cœur du sujet. Et donc, il vaut mieux avoir un seul réseau social et bien communiquer que d'en avoir trop. Très important de répondre aux commentaires, de créer de l'interaction. Lorsque vous avez un avis positif, il faut remercier l'avis positif. Si vous avez un avis négatif, c'est important aussi d'y répondre, de justifier, de pouvoir, de montrer que vous êtes ouvert à la critique aussi. Vérifier l'orthographe, la syntaxe, etc. Ça paraît anodin comme ça, mais on voit de plus en plus de fautes d'orthographe et c'est quand même pour l'œil, pour le visu, tout ça, etc. C'est quand même plus agréable, en tout cas, de voir. Sinon, vous embêtez pas, vous écrivez en phonétique. Voilà, c'est plus simple à lire, il n'y a pas de souci. On en a déjà bien parlé, mais respecter la charte graphique. On passe pas du bleu, jaune, par exemple, au rose fuchsia. Voilà, on respecte sa charte graphique. Là, on en a très, très bien parlé. Le plus important sur les réseaux sociaux, c'est d'être régulier. Il n'y a pas un nombre de publications idéal par semaine. Ce qu'il faut, c'est de se dire, je fais tant de publications par semaine et je m'y tiens jusqu'au bout, en fait. Et très important de diversifier le contenu pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne, on garde. Ce qui fonctionne pas, on essaye de l'améliorer ou on abandonne, etc. Et donc, il y a les statistiques. C'est vraiment, les réseaux sociaux sont d'une richesse par rapport à ça. Il faut fréquemment analyser ces statistiques pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. Et l'objectif, c'est perpétuellement d'améliorer sa stratégie de contenu, en fait.
Voilà mes petits conseils en communication sur les réseaux sociaux. Merci. Formidable, elle a tenu moins de 15 minutes. Merci beaucoup Caroline. Donc les coordonnées seront sur la présentation que vous pourrez télécharger. Vous voyez cette magnifique page que vous a fait Caroline en mettant bien son logo en avant et toute sa charte graphique, faite par Lola. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci Caroline, c'est bien. Et puis donc je rappelle, on a fait 3 webinaires ensemble déjà avant sur les réseaux sociaux. Exactement, oui. Donc ils sont en replay sur notre chaîne YouTube, que vous ne manquerez pas de liker et de vous abonner, bien sûr. Et on en vient à notre coach Google, Monsieur Joseph. Merci William. Ça va, Joseph, ça va, tout bien, nickel. J'ai pas pris mon café, mais ça va. T'as appris plein de choses. Que je vais passer. Ouais, c'était en vrai hyper intéressant et je pense notamment aussi sur la partie, que ce soit les relations entre Lola, Caroline, François, il y a pas mal de choses qui s'embriquent en fait finalement au niveau de la visibilité, de la charte graphique qui est reprise sur les réseaux sociaux, qu'on retrouve aussi également sur le site web. Et je pense que je vais pouvoir faire pas mal de parallèles aussi avec ce qu'a dit François aussi, au SEO. Tu vas pouvoir aussi t'imbriquer avec François. Exactement. Si tu peux du coup, s'il te plaît, partager la présentation. Bien sûr. Et bonjour à toutes et à tous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ma part, je vais m'occuper de la partie SEO. Je vais essayer de faire rentrer ça dans les 15 minutes, puisque c'est un vaste sujet avec pas mal de choses à dire, comme c'était le cas pour Lola, Caroline et François. Le référencement naturel, effectivement, il y a beaucoup de paramètres aussi également à prendre en compte, énormément de critères qui évoluent dans le temps d'ailleurs. On va essayer de voir ça ensemble au niveau des dernières tendances aussi d'un point de vue référencement naturel. Donc, je vais commencer d'abord par définir qu'est-ce que le référencement naturel, avec 3 piliers fondamentaux qu'on reprend souvent d'ailleurs dans la présentation qu'on fait avec William pour Second Souffle autour du référencement naturel. Peut-être que Fabien, du coup, mon prédécesseur, a dû vous en parler. Et je vais parler aussi des tendances SEO avec notamment la partie Hits, qui est une nouveauté depuis décembre 2023. Et j'ai également 2022, pardon. J'ai également quelques ressources à vous partager pour essayer d'aller plus loin. Certaines sont en anglais, d'autres en français. Ça vous permettra d'aller creuser le sujet puisque c'est un sujet qui est quand même assez passionnant. Si tu peux passer, s'il te plaît, donc à la prochaine slide. Donc, concrètement, qu'est-ce que le référencement naturel? Si ça peut se définir, on a une définition de Google que je peux vous donner. C'est le SEO, c'est un autre nom que vous pouvez aussi découvrir pour le référencement naturel, c'est-à-dire Search Engine Optimization, plus ou moins que le référencement naturel en français. C'est un processus qui vise à accroître la visibilité des pages de sites internet dans les moteurs de recherche afin d'attirer un trafic le plus pertinent, le plus qualitatif possible. Et pour ce faire, on se repose sur les 3 piliers fondamentaux que vous avez à l'écran, que sont donc la qualité, la technique et la popularité. C'est grâce à ces 3 variables-là que vous allez pouvoir mieux vous référencer sur les moteurs de recherche. J'insiste sur les moteurs de recherche parce qu'il n'existe pas que Google. Pour vous donner une petite vision rapide de la part de marché des moteurs de recherche en France, Google, on est sur 90% de l'audience française qui est présente dessus. Il y a derrière Bing avec 5%. Et pour se connecter à Bing, c'est ni plus ni moins que se connecter à la Webmaster Tools, qui est une interface pour s'ouvrir à ces 5% supplémentaires. Donc avec Google Bing, on couvre déjà 95% de l'audience française, qui n'est pas négligeable en soi. On va retrouver Ecosia, juste avant ça c'est Yahoo, puis Ecosia, puis Kant, et d'autres petits moteurs de recherche un peu moins connus. Donc il existe pas mal de moteurs de recherche différents, et le but du jeu c'est de pouvoir essayer de mieux se référencer. Mais derrière ces moteurs de recherche, la logique est la même, reste la même, c'est d'apporter la meilleure réponse possible à la requête d'un internaute. Et pour ce faire, il y a donc la mission qu'on a à l'écran, c'est celle de Google, organiser l'information à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles. Donc il y a cette notion d'accessibilité qu'on avait évoquée avec François, le fait que votre site web puisse être notamment responsive d'un point de vue s'adapter correctement aux usages numériques. Pour la statistique, en France, on est très mobinote. Il y a 72% des Françaises et des Français qui vont sur Internet via un téléphone mobile. Et ces stats-là augmentent d'année en année. La bascule s'est faite, comme l'a dit William, aux alentours de 2018. Pour la première fois, l'appareil mobile est passé devant l'ordinateur comme étant l'appareil privilégié pour aller sur Internet. Donc, pour ce faire, Google a mis en place une mise à jour qui s'appelle Mobile First, qui priorise les versions mobiles optimisées des sites Internet, d'où l'importance d'avoir un site web qui charge aussi rapidement et qui s'adapte correctement à un écran plus réduit. Et donc, que ce soit la qualité, la technique ou la popularité, je vais rentrer un peu plus dans le détail là-dessus pour essayer de vous apporter un maximum d'informations. Quand on entend qualité, c'est la qualité du contenu.
en répondant à des questions comme une méthodologie journalistique du QQOQ-CCP, pour qui, quand, où, quoi, comment, combien, pourquoi. Je crois que j'ai à peu près dit tous les différents éléments. Concrètement, ça permet de traiter un sujet dans son entièreté pour se dire est-ce que j'ai répondu à la question d'internaute de façon 360. Donc ça déjà, c'est un premier signal à essayer d'écouter. La qualité de son contenu, c'est pas quelque chose qui est juste copier-coller d'un générateur de texte, par exemple, sur Internet qu'on pourrait en trouver facilement. Il faut qu'il y ait une vraie valeur ajoutée aux gens, il faut qu'on apporte de la connaissance et qu'on puisse répondre au mieux à la question d'un internaute. Donc ce volet qualité, il est primordial, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger pour pouvoir espérer mieux se référencer sur le moteur de recherche. Par rapport à la technique, on en a déjà parlé un peu avec François, c'est tout cet aspect répondre à un usage spécifique, comme le mobile par exemple, qui implique d'avoir un écran qui s'adapte correctement au niveau des éléments pour qu'ils se mettent justement en enfilade, par exemple, quand on est sur un écran mobile par rapport à 3 cases qu'on pourrait avoir comme à l'écran ici. Donc cet usage ergonomique de la navigation pour améliorer l'expérience utilisateur, que ce soit au niveau du temps de chargement, de la lisibilité des informations. Donc on touche aussi, une fois de plus ici, l'accessibilité. On va avoir tout ce qui est notamment le fait d'avoir une architecture qui est propre. Une architecture aussi, c'est aussi un des éléments justement sur lequel François va travailler. Et ça, pour répondre à une des questions que j'ai vu passer aussi, ça fait partie effectivement des optimisations à mettre dès le début. Le fait d'avoir une bonne architecture de site web, ça aide en termes d'évolution par la suite. Et si jamais vous avez une architecture qui est bancale, pour faire évoluer votre site internet, ça va être de suite plus compliqué. Il va falloir refondre une partie du site internet, faire des redirections. Bref, on s'embarque sur un volet un peu plus technique, alors qui n'est pas infaisable, mais plus compliqué. Et ça se traduit souvent par des coûts. Il faut se faire accompagner par des professionnels aussi pour, en général, faire ce genre de manipulation. Toujours dans l'aspect technique, on va avoir le fait de mettre les bonnes informations aux robots. Donc, les robots, c'est les petits programmes de Google ou d'autres moteurs de recherche qui vont sauter de page en page pour venir enregistrer le contenu. Et le but du jeu, c'est de faciliter au maximum leur travail, puisque vous avez une notion de facture d'électricité qui est payée par ces différents moteurs de recherche. Google va allouer quelques euros peut-être à le fait d'indexer votre site internet, puisque derrière, c'est des data centers qui tournent, c'est de l'électricité qui est consommée, c'est un staff d'ingénieurs pour faire tourner les algorithmes. Bref, ça représente un coût d'indexer un site web pour n'importe quel moteur de recherche. Et donc, vous avez une enveloppe de budget, de facture d'électricité en quelque sorte, mais pas que, plein de choses qui s'impriment dedans, qui est dédiée à votre site web. Vous n'avez pas le montant. Le but du jeu, c'est de faciliter le plus possible la navigation de ce petit robot qui va circuler sur votre site web de page en page pour enregistrer ces dernières et les ranger dans les bons tiroirs, dans des serveurs, des data centers, justement, qui permettent de pouvoir ensuite, quand l'internaute tape un mot-clé, afficher le résultat que vous avez à l'écran. Donc il y a tout un travail en amont qui est d'enregistrer ces différentes pages. Donc l'aspect technique, pour le coup, compte beaucoup sur ce travail d'indexation des différents robots. Enfin, la popularité, c'est le fait que quelqu'un puisse parler de vous. Ça se traduit comment sur Internet? Ce n'est plus ni moins qu'un backlink, un lien retour. Un site web A parle d'un site web B, il fait un lien de son site à lui vers un autre, et ça transfère justement un peu de sa notoriété à ce site Internet. Pour l'aspect popularité, selon moi, je trouve que c'est l'aspect le plus compliqué à aller chercher, puisque souvent c'est le bouche à oreille, c'est souvent le temps qui fait que on va avoir une certaine notoriété, une certaine visibilité. Le temps qu'on se référence correctement sur les moteurs de recherche, ça peut prendre pas mal de temps, le temps d'avoir des résultats par rapport aux actions que vous menez. Il faut que le robot repasse sur votre site web. Donc ça, pour le coup, c'est des choses qui sont un peu plus compliquées à maîtriser, mais vous pouvez faire potentiellement des partenariats. J'ai, pendant une de mes conférences des Google Actions numériques, un thérapeute qui était sur tout ce qui était réflexologue, naturopathe, etc., qui s'était associé avec un psychologue pour pouvoir proposer justement des soins complémentaires, là où le psy ne peut pas intervenir, mais derrière, il y avait un naturopathe qui pouvait agir sur certains leviers. Ils n'étaient pas en concurrence, ils ont fait un partenariat pour avoir un lien du site web du psy qui est redirigé vers le naturopathe. Ça compte comme un lien retour, donc ça peut être une stratégie à envisager pour essayer de mieux se référencer. On va avoir aussi plein d'autres annuaires qui sont disponibles, comme les Pages Jeunes, par exemple, et d'autres annuaires professionnels spécifiques qui permettent, pas tous mais certains, de mettre un lien en se créant une petite fiche sur cette plateforme-là, avec la possibilité de rediriger depuis cette plateforme-là vers un lien vers son site web. Et donc, c'est en sourçant différents annuaires professionnels qui font sens pour votre activité, vous allez pouvoir facilement transférer justement cette notoriété, un peu de cette notoriété vers votre site web. Un autre moyen aussi qui peut être intéressant, je pense aux professionnels du tourisme, c'est d'avoir un lien qui pointe d'une office de tourisme, par exemple, vers un hébergement,
vers un centre de loisirs ou peut-être un guide en montagne éventuellement. Donc, c'est une autre possibilité que vous avez de pouvoir, auprès de sites étatiques qui sont reconnus comme les sites les plus fiables d'un point de vue Google, pour pouvoir avoir des liens retour très précieux, puisqu'il vaut mieux avoir quelques sites web de ce type-là qui ont une très forte notoriété de par Google pour avoir ces liens retour plutôt que des petits sites web qui n'ont pas beaucoup de visibilité. Juste avec un lien ou deux de ces gros sites web-là, ça fera l'équivalent de plusieurs, parfois dizaines, voire centaines de sites web plus petits. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette transfert de notoriété. Donc, si peut-être que votre secteur se prête à ça, se prête à avoir des liens de sites étatiques comme peut-être des CCI ou des offices de tourisme, c'est quelque chose qui pourrait être à creuser pour avoir des liens vers votre site internet. On est vraiment sur les 3 piliers fondamentaux qui est la qualité, la technique et la popularité. J'ai fait une version très synthétique, très résumée pour entrer dans ces 10-15 minutes de temps de parole. Mais sachez qu'il y a des formations qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube aussi. Et je ne sais pas si William, tu as peut-être des rediffs sur la chaîne Second Souffle par rapport au référencement naturel. On se fera un webinaire tous les deux, Joseph, dans le dernier semestre. Et on aura une heure et demie. Il y aura 1h30 pour aller plus loin là-dessus, donc c'est parfait. On sera deux, il n'y aura pas les autres, là, on sera tranquille. Bon. Ça marche. Ils pourront revenir dans le chat en tout cas, avec plaisir. Et si tu peux, du coup, alors passer sur la partie ressources, mais juste avant ça, je vais parler, voilà, j'avais pas fait cela dédié pour ça, mais au niveau des tendances, une nouveauté assez récente, c'est la mise à jour qu'il y a eu en décembre 2022. C'était la mise à jour HIT pour EEAT, ça veut dire expérience, autorité et trust, donc c'est pour confiance, fiabilité. C'est une mise à jour au niveau des guidelines qui sont donnés à la Search Quality Evaluator. C'est des groupes d'experts en fait, en gros, qui va évaluer le niveau de qualité de la page des résultats de recherche de Google. Et il y a des nouveaux critères, enfin un nouveau critère qui est apparu. À la base, on n'était que sur le EAT tout simple, donc l'expertise, l'autorité et la fiabilité. Il y a cette dimension d'expérience qui s'est rajoutée en mi-décembre 2022. Et ce que attend Google par rapport à ça, c'est apporter toujours dans cette logique la réponse la plus pertinente possible et surtout la plus fiable. Il y a un acronyme qu'ils utilisent souvent, c'est Your Money, Your Life, avec des thématiques spécifiques. Quand on touche autour de la finance, quand on touche autour de la santé, peut-être du juridique aussi également, du médical, ce genre de secteur-là, Google attend un niveau de fiabilité très élevé par rapport à ces différentes personnes qui créeraient du contenu là-dessus. Et le but du jeu, c'est de pouvoir prouver que vous êtes expert et experte dans votre domaine spécifique. Une personne qui va dire, par exemple, qu'il a trouvé un remède miracle pour soigner, je sais pas, la chute des cheveux par exemple, pour le coup, on va attendre de cette personne-là qu'elle ait des qualifications, peut-être un diplôme, peut-être une expérience, une validation des pairs, que cette personne soit bien une référence dans son secteur pour parler de ces thématiques précises. Qui plus est quand ça touche à des sujets assez sensibles autour de la santé, pour protéger la santé des utilisateurs notamment, mais c'est aussi vrai pour l'aspect financier et d'autres secteurs un peu plus spécifiques par rapport à ça. Donc cette dimension expérience, expertise, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en avant sur votre site web. Ça passe par déjà le contenu en soi, se reposer sur des études, intégrer des statistiques par exemple, ça peut aider à donner du poids d'un point de vue expertise sur le sujet qui est donné, parce qu'il y a des références, des référentiels sur des cabinets de statistiques par exemple, ou autres cabinets d'études qui feraient référence par rapport à ça. Le côté diplôme, certification potentiellement, c'est des choses qu'on peut aussi mettre en avant. Le fait d'avoir une page à propos, qui sommes-nous, ça fait partie des éléments qui peuvent rassurer pour comprendre qui vous êtes. Donc il y a 3 variables sur lesquelles vous pouvez jouer, c'est le contenu en lui-même, ça va être l'auteur qui va rédiger ce contenu-là, donc le fait de pouvoir avoir une biographie personnelle par exemple qui détaille votre expertise et en quoi vous êtes pertinent de parler du sujet donné, et ça va être la marque, l'entreprise qui est derrière aussi. Tout ça, c'est différents critères de fiabilité, et donc ces évaluateurs justement vont aller vérifier des informations sur les réseaux sociaux, savoir si vous avez peut-être des articles de presse qui parlent de vous, donc pour vraiment renforcer ce côté expérience, expertise, pour considérer que le contenu soit le plus fiable possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de vraiment mettre en avant et parler d'un sujet que vous maîtrisez pour éviter d'avoir des pénalités en termes de référencement. Merci Joseph. Et donc, pour aller plus loin, des ressources disponibles qui sont donc à l'écran dans quelques instants. Donc c'est des chaînes YouTube, des articles de blog, des livres et même des certifications aussi qui peuvent être envisagées. Le but du jeu, c'est de pouvoir essayer d'aller plus loin dans la compréhension du référencement naturel. Si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, je vous recommande vivement le contenu de Olivier Andrieux, notre pape français du référencement naturel. Il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Abondance, où il vous fait des épisodes assez régulièrement.
Et il a également un blog avec pas mal de billets qu'il fait assez régulièrement. Il a une fréquence de publication très élevée d'ailleurs pour parler de toutes les actualités du moteur de recherche Google assez facilement, de façon assez ludique, assez accessible d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à consulter ce type de contenu. Et si jamais l'anglais n'est pas un frein pour vous, alors vous avez aussi la Google Webmaster Tool. C'est un blog dédié que vous pouvez traduire avec Google Traduction. Voilà, la traduction reste globalement assez OK. N'hésitez pas aussi à traduire le contenu si jamais c'est du contenu texte et que vous n'êtes pas super à l'aise avec l'anglais. Si l'anglais n'est pas un souci, vous avez Neil Patel qui est un gros acteur du référencement naturel, Ahref ou Market Academy qui sont d'autres ressources pour aller un petit peu plus loin. Réussir son référencement web, c'est une édition qui est mise à jour tous les ans. C'est le livre de Olivier Andrieux qui est aussi une très très bonne ressource pour aller de la base, comment fonctionne un moteur de recherche, jusqu'à des notions un peu plus avancées, un peu plus spécifiques, un peu plus expertes. Et si tu veux passer à la dernière page. Donc, vous avez des informations aussi pour pouvoir contacter également le programme de formation Google Atelier Numérique. Vous retrouvez toutes nos formations sur g.co/atelier numérique. Merci, William. Merci, monsieur Joseph. Un véritable succès. C'est formidable. Bien, on va passer donc aux questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à toutes, mais on se lance. En tout cas, moi, je me lance. On va commencer donc par Lola. Tiens, Lucie qui demande, oui. Lola, des conseils pour trouver de l'inspiration, pour trouver un nom, une marque. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord faire un brainstorming. Donc, je ne sais pas si le mot vous parle, mais c'est-à-dire de noter toutes vos idées en vrac, c'est-à-dire sur une feuille ou sur le support que vous souhaitez, sur votre téléphone. Dès que vous avez une idée, vous pouvez éventuellement le noter et ça va vous aiguiller pour la suite. Après, si vous avez une idée peut-être de secteur, par exemple, moi, c'est l'accueil graphique, c'était plutôt le champ lexical de la nature, notez tous les mots autour de ça. La crête dorée, par exemple, l'univers des oiseaux ou de la nature, de la communication. Notez tous les mots par rapport à votre activité. Et je pense qu'en fait, après, vous pouvez faire des associations par rapport à toutes les étapes d'idéation. Donc, c'est des techniques, en fait, qui permettent de tirer à la fin à une idée. Donc, après, ça peut être ça peut être... vous pouvez aller vous inspirer aussi, comme on l'a évoqué sur Pinterest, sur Internet, sur Google. La concurrence. Ça peut, je pense, la concurrence aussi, ouais, ça peut en fait vous donner, pas pour copier, mais vraiment rebondir en fait et vous donner une idée pour vous, pour créer votre propre nom. Enfin, voilà moi ce qui me vient à l'esprit tout de suite, comme ça. Oui, puis une marque, votre nom de marque, ça peut représenter ce que vous vendez, mais ça peut également représenter vos valeurs. Oui, puis en fait, c'est même pas obligé, on n'est pas obligé de mettre le mot, encore une fois, je vais prendre cet exemple de coiffeur, le mot hair, le mot tif dans le mot coiffeur, en fait. On n'est pas obligé d'utiliser, on peut carrément prendre une signification, par exemple, je sais pas, moi, si vous avez envie d'évoquer, du coup, je sais pas, je pense à des fleurs, vous pouvez utiliser le nom d'une fleur en latin, qui parle à personne, mais en fait qui aura une signification parce que vous aurez été chercher cette signification-là, aller dans les dictionnaires, en fait, carrément, trouver des mots au hasard, trouver des significations, des symboliques et creuser en fait le sujet dans les mythologies aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est ce qui, moi, m'inspirait, moi. Donc, si je peux vous donner des conseils par rapport à ça, voilà. Alors ça, les coiffeurs, à chaque fois, je suis atterré par les jeux de mots qu'ils trouvent. Oui, c'est pour ça, en fait, je prends cet exemple-là. Le plus original que j'ai trouvé, c'est à Bordeaux, Joseph. C'était un coiffeur qui s'appelle R, donc H-A-I-R, France. Quand même. Et donc, n'empêche que vous en souvenez. Voilà. Et puis forcément, Lola, la fameuse question, combien ça coûte un tarif en moyenne pour créer un logo? Pour créer un logo. Alors, du coup, je ne vais pas forcément vous donner un tarif parce que une fourchette va vraiment varier. Alors, si vous passez par le générateur de logo, comme je vous l'ai expliqué, ça peut être de 0 à 50
voire 100 €. Et déjà 100 €, je trouve que c'est cher payé. Du coup, pour un logo qui existe et qui existera sur d'autres personnes. Et après, si on passe par une agence de communication ou un graphiste, je dirais que la fourchette, vraiment, ça peut être de 300 € à des milliers d'euros. Vraiment, c'est la fourchette globale. En fait, ça va vraiment dépendre de plusieurs points, de la notoriété du graphiste, de son expérience, de son implantation aussi, de sa localisation. Parce qu'un graphiste à Paris proposera normalement des tarifs un peu plus élevés parce que la vie aussi est un peu plus élevée à Paris qu'un graphiste de province. Et aussi par rapport à, comme je l'ai dit, à la notoriété du graphiste, si c'est quelqu'un de très prisé, très connu, proposera certainement des tarifs peut-être plus élevés. Mais je vais pas forcément donner des tarifs précis parce que je ne veux pas faire d'affront non plus à mes collègues graphistes pour dire que voilà, un logo c'est tel prix et donc leur faire soit de la mauvaise publicité ou autre. Voilà, c'est vraiment le graphiste va définir ses tarifs en fonction aussi pas du client, mais de la charge de travail qu'il va définir lors d'un devis. Parce qu'un logo, par exemple, événementiel, peut aller, nécessite peut-être un logo, de passer un peu moins de temps qu'un logo sur le long terme. Quand je dis logo événementiel, c'est un logo qui est éphémère, en fait. Ok. Merci, voilà. Lola. Alors, il y avait Agnès qui a posé la question, est-ce que Wix, pour créer des sites internet, François, est-il gratuit? Ben oui, c'est gratuit au début, puis après, on paye si on veut des options, des services. Toujours pour François et Joseph, mais on en a parlé, donc la réponse est oui à la question de Sébastien. Est-ce que dans le site internet, la création de son site, il faut prévoir dès le début l'optimisation SEO? Nous sommes d'accord, messieurs? C'est mieux de penser pendant la création, avant même la création. Il y a des questions sur l'intelligence artificielle, tu as dû les voir, Lola. On y reviendra peut-être après si on a le temps. On va d'abord essayer de répondre aux questions des autres questions. François, Sébastien qui nous dit gestion RGPD des cookies, les CGU, les CGV, les mentions légales. Quels sont tes conseils? Les conseils que je pourrais donner là-dessus, c'est si on n'a pas de connaissances, c'est de s'entourer par un professionnel, parce que là encore, c'est pareil, le pavé est assez gros. Sinon, c'est toujours pareil, selon votre projet, l'ampleur de votre projet, s'il va générer beaucoup de captation de données ou pas. Vous allez mettre plus de moyens dans votre protection dans la réglementation que un simple blog où au final la seule chose qui est changée, ça va être le nom et le pseudo de la personne qui va vous envoyer un message. Donc ça dépend vraiment du projet, mais de toute façon, oui, c'est quelque chose qui deviendra de plus en plus important, qui sera de plus en plus contrôlé, même si encore aujourd'hui, ça me semble un peu safe. J'ai pas l'impression que effectivement il y a un gros risque là-dessus. Et encore, je vais pas me prendre le risque de dire ça, mais vraiment, c'est quelque chose, de toute façon, ça date de 2018, la réglementation RGPD, elle est vieille quand même, ça fait 4 ans, donc à un moment donné, la CNIL, tout ça, et a priori, c'est déjà le cas, vérifie, ça fait 5 ans, oui, même, merci William, la CNIL lance déjà des contrôles sur certaines entreprises, certaines activités, pour voir si toutes les normes sont respectées, okay. Donc très important. Ida nous dit, alors les favicons, les sites de création ne le prennent pas forcément en compte pour intégration du logo de l'entreprise. Bon, ça m'étonne qu'ils ne le prennent pas en compte. Alors le favicon, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand vous mettez un site internet en favori dans votre navigateur, vous avez un petit icône qui représente le logo, la marque de ce site internet. Ça s'appelle un fav icon, un favorite icon. On me dit que Wix, ça ne permet pas d'avoir un bon référencement. Est-ce que c'est le cas? Et WordPress est très technique pour les non-initiés. Je ne sais pas, Joseph, François, si vous voulez répondre. J'aurais tendance à dire que Wix, en termes de référencement, ils ont des options payantes pour favoriser le référencement. Donc, c'est pas tout à fait vrai. Mais une fois de plus, ça devient payant. Donc, le Wix gratuit est limité en référencement. Le Wix payant va être mieux référencé, effectivement. Et puis on n'a pas la main sur tout. C'est pour ça qu'il existe d'autres
technique comme WordPress, et là vous avez la main sur tout, mais c'est plus technique. Notamment ce que Joseph disait, le contrôle l'importance des balises. Sur un WordPress, vous allez maîtriser vos balises. Sur un Wix, ça va être plus limité. Donc, il y a forcément des choses qui seront différentes d'une techno à une autre. Donc, selon l'importance de votre projet, à vous de faire le bon choix ou de vous renseigner auprès de professionnels qui vous conseilleront. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une valise ? Pardon. Si je pourrais compléter, William, autre constat aussi par rapport à Wix, c'est le plafond technique. Pour le coup, je passe souvent ces audits de sites internet et je vois qu'on gravite souvent vers du 60/100 en termes de performance sur mobile avec un Wix, si on n'a pas à toucher dans le code, par exemple, pour faire des optimisations. Donc, c'est aussi notre variable qui compte en termes de performance, qui fait partie du pilier technique, des 3 piliers qu'on a vus tout à l'heure. Alors, je vois une question de Didier, pardon. Comment passer d'un site vitrine couplé avec un réseau social à un site pro? Peut-on passer un deal entre vitrine et pro avec un faiseur de site? Je n'ai pas de souci particulier. Non plus. Je répondrai oui, si vous passez par un pro. Oui, ça me semble aussi faisable. Alors Flora, par contre, peut-on transférer un site Shopify vers Wix? Non. Enfin, on peut transférer les données, capter en fait par exemple une boutique, les articles et tout ça au format CSV par exemple, et les transférer vers du Wix. Ça, c'est possible, mais ce sera une nouvelle structure. Enfin voilà, ce sera pas un transfert de votre site Shopify vers Wix, copie-colle. Non, ça, c'est pas possible. Merci, Monsieur François. Mademoiselle Caroline, en termes de sécurité, ne faut-il pas éviter WhatsApp et Facebook? Très très grande question. Faut-il éviter tous les réseaux sociaux aussi? En fait, j'ai envie de dire, tous les réseaux sociaux captent de la donnée. Donc, dès qu'on surfe sur les réseaux sociaux, ça capte forcément de la donnée qui est réutilisée pour pas mal de choses. Donc, faut-il éviter WhatsApp et Facebook? C'est à vous de choisir. Vous pouvez très bien ne pas les utiliser. Hein. Ça, c'est un choix personnel. Moi, je me dis, les réseaux sociaux, ils ont quand même une utilité et qui permettent quand même de gagner en visibilité. Je trouve que ça serait un peu dommage de s'en passer, quoi. Voilà. Après, tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Vous n'êtes pas obligé de donner vos mots de passe et vos identifiants sur les réseaux sociaux. Mais voilà, et sachant qu'il y a la double authentification avec Facebook. Donc, pour avoir fait l'expérience d'avoir été bloquée 2 fois parce que j'ai perdu l'application, c'est plutôt assez bien sécurisé pour le coup. Bon, à titre personnel, moi, je n'utilise pas plus WhatsApp, j'utilise Signal. Voilà. Sébastien nous demande comment communiquer sur WhatsApp en B2B. L'application me semble peu puissante pour communiquer. Alors, c'est une très bonne question. J'avoue que WhatsApp, je l'utilise vraiment à titre personnel ou pour échanger voilà, avec mes clients. J'avoue que là, je ne vais pas pouvoir forcément répondre à cette question. C'est vraiment très particulier. WhatsApp, c'est énormément développé pour pouvoir envoyer des sortes de messages à tout un groupe, etc. Mais j'avoue ne pas avoir fait l'expérience, donc je ne vais pas pouvoir recommander. En B2B, aujourd'hui, il n'y a pas mieux que LinkedIn. Hein. Bah oui, en plus déjà. Donc, après, je me dis ça pourrait être une possibilité, mais il faut creuser la question. D'où la deuxième question de Sébastien. Pour une boîte de conseil en B2B, y a-t-il un réseau incontournable à part LinkedIn? Bah, c'est vrai que quand on pense B2B, le premier, je pense que pour toutes les personnes qui nous suivent aujourd'hui, on pense beaucoup à LinkedIn. Faut essayer. Enfin voilà, faut faire ses expériences. Il faut rappeler que derrière chaque personne, derrière chaque professionnel, se cache aussi une personne avec des envies, des valeurs, des loisirs, etc. Donc essayer de toucher cette personne-là aussi, qui est aussi donc un professionnel. Donc une personne, mais aussi un professionnel. Donc voilà. Mais c'est vrai que LinkedIn, c'est quand même l'incontournable pour ma part. Alors une question qu'on a déjà eue ici, donc une question pour Caroline et Joseph. Est-ce qu'il y a un lien entre le SEO et le réseau social? C'était pas cette question-là, c'était... Oui, est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on écrit sur sa page entreprise, sur un réseau social, et le référencement de son site internet? Ça va reprendre en fait ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le EEAT.
où justement ça fait partie des éléments qui vont compter pour l'autorité d'une marque. Par exemple, le fait d'avoir une page de réseaux sociaux bien établie, avec peut-être des avis dessus, des commentaires, des interactions, ça contribue également à remplir les cases de cette autorité, de cette crédibilité qui fait qu'on n'est pas juste un faux site qui a été créé pour une arnaque par exemple, mais qui avait une présence digitale numérique bien établie avec plusieurs levées actifs. Donc par rapport aux derniers critères en tout cas de référencement, ça a un impact. Je ne sais pas si tu veux compléter, Caroline. Les réseaux sociaux, en fait, c'est également des moteurs de recherche, parce qu'on passe aussi beaucoup de temps. On peut chercher des informations sur une entreprise et à l'aide de mots-clés aussi, ça complète bien ce que fait aussi Google. Justement, c'est le système de mots-clés aussi est très très important sur les réseaux sociaux. Donc, et puis quand on cherche sur Google des mots-clés, il y a aussi les réseaux sociaux qui ressortent. Donc, je pense qu'il y a un lien de toute façon qui est fait. Enfin, c'est une évidence. Tout est lié en fait, de toute façon. Sébastien nous dit pour analyser ce que WordPress permet l'analyse des statistiques, pas nativement, mon cher François, mais comme le dit Sébastien, est-ce qu'il faut intégrer Google Analytics ou un autre outil? Ça me paraît incontournable quand même, Google Analytics. Il y a aussi des alternatives avec Matomo, Piano Analytics, mais après, ce sont des alternatives qui sont payantes. Mais effectivement, c'est intéressant de pouvoir, je dirais par défaut, au moins connecter la Search Console pour dire à Google que vous existez et pouvoir communiquer de façon privilégiée avec les robots et Google Analytics. C'est un peu les deux outils de base qu'on préconise souvent d'installer. Alors, moi qui ai travaillé dans des très gros sites, le Google Analytics est gratuit en fin de compte jusqu'à 1 million à peu près de visiteurs mensuels. Ouais. Et au-delà, si vous voulez avoir toutes les données, c'est payant. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aient des sites internet dans le public qui ont plus d'1 million de visiteurs par mois, visiteurs uniques. Mais voilà, donc c'est pas totalement gratuit. C'est vrai, ouais. Est-ce que SEMrush est un bon outil, nous demande encore Sébastien. Ça va dépendre après du besoin que vous avez. Je sais que les tarifs sont quand même assez élevés, il me semble, sur ce genre d'outils-là. Alors, il y a des alternatives pour commencer qui peuvent être intéressantes. Je pense notamment à des outils comme Nailpatel qui propose Ubersuggest, Answer the Public et d'autres solutions qui permettent d'avoir un premier indicateur par rapport à ça. Vous êtes limité en nombre d'usages par jour, ce qui fait que forcément, vous allez atteindre une limite, donc basculer sur une version payante. Ça va vraiment dépendre du besoin. Souvent, c'est quand même des outils qui sont plutôt privilégiés par des entreprises d'une certaine taille qui ont des ressources allouées sur ce genre de levée-là ou des agences, voire des indépendants qui sont spécialisés dans le référencement naturel, qui vont effectivement avoir un besoin de ce type d'outils-là pour faire des audits, voir les différents backlinks que vous avez, maillage interne et pas mal d'autres paramètres qui peuvent être intéressants. C'est un outil qui est très connu dans le monde du SEO. Si vous avez du budget pour le prendre, c'est un bon choix. Après, il y a d'autres alternatives qui existent. N'hésitez pas à vous faire un comparatif. Il y a des solutions comme Ahref, Majestic SEO et d'autres solutions de ce type aussi. Donc, on en vient à une autre question. Existe-t-il des sites internet, des outils qui nous permettent de dénicher les bons mots-clés pour optimiser son SEO? Tu viens de le dire. Ouais. Ubersuggest, Answer the Public, Google Trends, c'est des solutions qui sont freemium, voire complètement gratuites. Et donc le but du jeu, c'est de pouvoir effectivement sourcer, faire un vrai travail au niveau de la stratégie du contenu. Quels sont les mots-clés qui comptent pour mon activité? Est-ce qu'il y a un certain volume plus ou moins élevé mensuel? En fonction de ça, on peut faire un arbitrage et commencer à mettre en place une stratégie de contenu pour créer du contenu au travers d'un site de blog, directement sur la page par exemple. Donc il y a plusieurs variables sur lesquelles on peut jouer, mais c'est important de mettre en place une stratégie, de ne pas y aller à tête baissée, de façon désorganisée, pour ensuite bien tout structurer et créer du contenu. Alors, est-ce qu'il faut forcément avoir un blog pour optimiser son SEO? D'un point de vue référencement naturel, le problème qui va se poser, c'est que si on a un site vitrine one page, en termes de contenu, ça va être très très vite limité. On ne peut pas faire de maillage interne sur un one page par exemple, donc il y a pas mal de choses qui font qu'on ne part pas forcément gagnant en ayant une monopage sur Internet. Quand on a un site vitrine un peu plus étoffé, avec peut-être une page à propos, contact, mes prestations de services, pour le coup, on a un peu plus de matière, mais ça reste quand même assez limité quand on est en face à des concurrents qui vont créer une myriade de contenus. Et donc là, pour le coup, effectivement, l'article de blog permet, je trouve, même la section blog permet de ratisser un peu plus large, de se faire un champ sémantique, un champ lexical autour de son activité pour traiter plein de questions que les internautes se posent. Et ça fait référence à un tunnel de conversion. Au début, on pose des questions au moteur de recherche pour comprendre un peu plus ce dont on a besoin. Et après, on va affiner la recherche vers la vente, l'achat, etc. Et donc, pour répondre à cet ensemble de questions,
on fait soit une FAQ, mais c'est un peu limité en termes de longueur de contenu, soit des articles de blog. Et c'est pour ça que je préconise plutôt la version de blog pour créer une myriade de contenu autour de son secteur d'activité. Bien. Tiens, il y avait une question, François, il y avait une question de Céline. Tiens, je ne sais pas si elle est là, Céline. Hein, je regarde vite fait. Non, elle n'est plus connectée, donc elle verra la réponse. Ta réponse, François, dans le replay. La question de Céline, c'est, ça concerne la suite. Après avoir créé son site Internet, comment puis-je assurer la maintenance? Quels sont les paramètres importants à vérifier régulièrement? Et qu'est-ce qui risque de ne plus bien fonctionner dans le temps? Tu as coupé, ton micro est coupé, François. C'est pas facile. Donc je disais que c'est toujours pareil, hein, ça dépend des technologies utilisées. Selon la techno, il sera plus ou moins facile de gérer pour vous la maintenance soi-même. Si je prends l'exemple d'un site WordPress sur lequel on a déjà un back-office fourni, on peut faire certaines tâches. Bien entendu, il y a quand même des procédures à respecter. On va pas faire des mises à jour de programmes ou logiciels sans faire de sauvegarde avant. Ça, c'est du b.a.-ba. Donc il y a quand même voilà des prérequis avant de pouvoir se lancer dans la gestion de son propre site web. Mais c'est pas impossible. Par contre, voilà, il faut avoir un peu des connaissances. Ce qui doit être régulièrement fait pour la maintenance d'un site, c'est donc les mises à jour de logiciels, les mises à jour de langage aussi. Lorsqu'on passe d'une autre version de PHP, par exemple, des fois, il y a des mises à jour qui peuvent être qu'il faut faire, mise à jour sécurité, tout ce qui est correctif de bugs lorsqu'il y en a, améliorer les performances régulièrement pour toujours optimiser son référencement, parce que si aujourd'hui votre site fonctionne bien, du feu de Dieu, bien référencé, vous n'y touchez plus, au bout de 6 mois, il sera plus référencé. Donc voilà, il y a des choses, c'est du récurrent, hein, c'est un travail régulier, récurrent à faire, et puis faut surtout penser à régulièrement faire des sauvegardes pour pouvoir remonter votre site au cas où ça tomberait. Pensez à faire des tests, pardon? Non, je crois que tu avais terminé, pardon. Non, pour terminer, on va dire qu'il faut les risques liés à la maintenance, c'est voilà, de faire des choses. Alors, je prends l'exemple une fois de plus sur WordPress parce que nous, c'est une technologie qu'on utilise beaucoup, mais certains de nos clients pour qui c'est déjà arrivé, heureusement, on avait fait nous-mêmes en amont un backup. Un de nos clients avait fait une simple mise à jour d'un plugin. Il nous a appelé, mon site, il est complètement explosé, ça fonctionne plus. Eh bien oui, parce qu'en fait, le plugin qui était mis à jour ne tenait pas compte de la mise à jour du thème WordPress choisi qui allait se mettre à jour le lendemain, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses quand même qu'il faut faire attention. Et une fois de plus, c'est un métier à part entière, la maintenance. Ça fait partie du développement, donc ça fait partie des choses très importantes à faire et de façon régulière. Et puis, je voulais juste rajouter, moi, pensez, si vous êtes sur WordPress, pensez à optimiser votre base de données. Enfin, vos bases de données. Tout à fait. Et puis, il y avait une autre question aussi pour toi, François. Celle-ci est très intéressante, hein. Ça va vous aider si vous êtes en recherche pour créer votre site Internet en passant par un professionnel. C'était Sophie qui posait cette question-là. Comment formaliser un cahier des charges, la structure, le contenu, les éléments fournis, pour faire chiffrer la conception et la maintenance de son futur site Internet? Donc ça, c'est un travail en soi, ça prend du temps, mais le plus simple, c'est d'être le plus complet possible. Donc, décrivez bien vos objectifs, les objectifs de votre site, le public que vous allez visiter, cibler, le contenu, les fonctionnalités que vous souhaitez inclure, tous les éléments que vous pensez importants que vous souhaitez avoir dans votre site, une prise de rendez-vous en ligne, affichage de tarifs, peu importe. Il faut absolument vraiment décrire tout ce que vous voulez qui apparaît sur votre site. L'architecture aussi de l'information de votre site est important. Essayez de penser comment vous voyez le site. Alors, c'est un métier à part entière. Si vous n'avez pas ces compétences-là, l'agence vous aidera. Mais pensez en amont à votre contenu, ce que vous voulez mettre là, en termes d'images, de texte, etc. Ensuite, il y a aussi le design et puis le branding, sa marque. Qu'est-ce qu'on veut intégrer en choix de couleurs, typographie, etc. Si vous n'avez pas les compétences, l'agence complétera ces lacunes, mais c'est des choses auxquelles il faut penser à intégrer dans un cahier des charges. Tout ce qui est fonctionnalité et les exigences techniques, donc comme je disais tout à l'heure, je veux pouvoir prendre en ligne
un rendez-vous, je veux pouvoir faire un devis en ligne directement. Enfin voilà, dès lors que vous avez une fonctionnalité que vous souhaitez intégrer, il faut le noter dans le cahier des charges parce que le moindre pixel, on va dire, qu'on ajoute sur un site, une agence, elle est en droit de vous le facturer. Donc, pensez vraiment à tout ça. Le choix de la technologie aussi est important. Si vous voulez que votre site soit pas sur du WordPress parce que vous êtes fâché avec WordPress, ça peut avoir un impact sur le coût final. Et puis le budget et le délai, bien indiquer votre budget et la deadline de votre projet aussi. Ça a un impact sur le coût final. Et j'oublie certainement des choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pensez à ce que vous voulez demain. Une fois que mon site sera créé, dans 2 ans, je veux qu'il puisse faire ça. Ça, c'est important pour le créateur, pour que l'architecture de l'hébergement ou l'architecture du site soit prise en compte dès le départ. Ça vous reviendra moins cher par la suite, en fait. Tout à fait. Oui, parce que l'agence peut prévoir effectivement une zone d'implantation pour telle ou telle fonctionnalité qui n'aurait pas été prévue initialement si vous n'en aviez pas parlé dans le cahier des charges. Et du coup, ça facilite l'optimisation par la suite et ça diminue les coûts d'intervention. Merci François. Il y a énormément de questions. Je ne sais pas si on va toutes les faire, mais je reviens à Lola. Ça va être difficile de faire une réponse courte, Lola, mais essaye. Attends, veut-il mieux un logo abstrait ou concret, simpliciste ou complexe? Ah, on a perdu Lola. C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que vaut mieux un logo plutôt simple qui va droit au but? Alors, de mon point de vue, je dirais oui. Surtout que moi, mon style graphique, c'est un peu plus minimaliste, assez ludique, avec des formes, des couleurs très, très simples finalement. Mais ça va vraiment dépendre, à mon avis, du sujet, du client et de son activité. Mais en effet, un logo, comme les logos de voiture Apple, c'est très mémorisable. Mais il faut se rappeler aussi qu'Apple a eu plusieurs étapes de logo avant d'arriver à son logo d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'un logo évoluera en fonction du temps, de votre activité et surtout aussi de vous en tant que personne, parce que notre entreprise évolue en même temps que nous. Donc, au début, je dirais plutôt un logo qui est facilement identifiable, mémorisable et surtout qui adopte des traits assez fins et peut-être ludiques et plutôt simples, mais pas simple dans le mauvais sens du terme, en fait, qui aura bien été réfléchi. Je peux te faire une réponse courte, Lola. Il faut un logo dans l'air du temps. Voilà. Si en ce moment, si la tendance est des logos qui sont complexes, avec des dégradés, plein de textes, plein de formes différentes, plein de couleurs différentes, peut-être faire comme ça, je sais pas. Après, ça reste une mode. Après, faut pas forcément suivre la tendance, mais prendre un logo qui vous correspondra et qui, au contraire, pourra traverser le temps. Parce que des fois, c'est la mode des dégradés, mais un dégradé ne peut pas forcément, ça passe pas forcément toujours bien en impression, par exemple. Tu as raison, Lola. Il faut pas être victime de la mode. Non, c'est ça. Il faut s'assumer. Ouais. Bon, cher Joseph, une question. Alors, elle est pertinente. Elle dure depuis, je crois que le début que le web existe. Enfin, moi, j'en entends parler depuis le début. Le nom de domaine. Pour préciser, le nom de domaine, qu'est-ce que c'est? C'est www.secondsouffle.org. Voilà, c'est un nom de domaine. Enfin, plus exactement, c'est secondsouffle.org, le nom de domaine. Alors, est-ce qu'il y a une incidence sur le nom de domaine avec le référencement? C'était le cas effectivement à une période du web, comme le fait de mettre des mots-clés sur fond blanc cachés dans son site internet. Ça fait partie des pratiques qui ont été flaguées par Google justement, qui sont maintenant plus pris en compte, comme la balise keyword. On mettait 1500 mots dans une balise dedans pour essayer de s'optimiser. Ça fait partie des pratiques un peu anciennes qui pour le coup ne sont plus pris en compte maintenant par Google. Là où justement le référencement naturel, parce que j'ai vu qu'il y avait le mot Nantes dedans, enfin la ville Nantes, ce sera plutôt dans la page en question. Voilà, pour le coup, on peut effectivement avoir des références locales qui font qu'on va mieux se référencer localement. Donc c'est de par le contenu que vous avez dedans, vous allez mieux vous référencer dans cette dimension locale, si c'était un peu la question rattachée à cette question centrale. Mais pour le coup, c'est pas un des éléments qui est pris en compte en tout cas actuellement. Merci Joseph. Certaines entreprises interdisent à leurs collaborateurs d'utiliser certains réseaux sociaux. C'est pas vraiment une question, du coup. C'est ça. Non, mais je cherchais quelque chose
qui te touche, toi, Caroline, sans que tu n'aies besoin de parler, en fait. C'est ça. Là, j'avoue que répondre à ça, il n'y a pas vraiment de questions. Voilà, donc, Bon, on va peut-être passer aux questions. Juste pour cette question-là, j'ai lu il n'y a pas très longtemps que certaines entreprises interdisent tout usage de TikTok au niveau des entreprises parce qu'il y a des problèmes visiblement de confidentialité, etc. Je n'irai pas plus dans le sujet si les gens veulent se renseigner dessus. Mais un peu les mêmes raisons que WhatsApp. Et Samsung interdit l'utilisation de ChatGPT, je crois, dans leur entreprise. Pareil pour des conditions, pour des raisons de confidentialité de données, etc. Bon, ben on y vient à ChatGPT ou autre interface d'intelligence artificielle. Ma chère Lola, tu es plutôt Midjourney ou l'agence digitale? Nous demande Sébastien, est-ce qu'il vaut mieux passer par l'intelligence artificielle pour créer son logo? Pardon, j'active mon micro. Alors, du coup, c'est vrai que la réponse peut être assez directe pour ma part. Ça sera toujours non. D'autant que Midjourney, il me semble que c'est passé payant maintenant. Donc, on ne peut pas forcément s'exercer dessus. Et il me semble aussi, alors, je n'ai pas forcément fait le test, mais que le logo ne sera pas vectoriel. Sur un générateur de logo en intelligence artificielle. Donc, un logo pas vectoriel, donc, pour rappeler, c'est des vecteurs. Ça va permettre à votre logo d'être agrandi, réduit et surtout toujours être de bonne qualité sur n'importe quel support. Alors que sur un générateur de logo en intelligence artificielle, OK, il va peut-être vous créer votre logo, mais il me semble, si je ne me dis pas de bêtises, que ça sera généré, je crois, en JPEG ou quelque chose. Donc, un JPEG, c'est pas forcément en bonne qualité. C'est ce que je disais tout à l'heure pour les gens qui le font eux-mêmes sur Canva ou sur Word ou sur PowerPoint. Ça leur donne pas forcément une image, un fichier en vectoriel. C'est ça. Et pour Joseph, que peut apporter ChatGPT l'intelligence artificielle pour créer du contenu? Alors, par rapport à ChatGPT, c'est un outil qui peut être intéressant effectivement pour créer ce côté idéation, trouver des idées de contenu en amont, donc de cette création de contenu. Ça peut être un outil vraiment assez intéressant pour ça. Pour ma part, je l'utilise aussi, pour le coup, à titre perso, pour tester justement un petit peu l'outil, voir les différentes fonctionnalités et applications possibles. Par rapport à la position de Google sur tout ce qui est automatique au niveau de la création de contenu, le but du jeu, de toute façon, c'est toujours dans cette logique d'apporter la meilleure réponse possible à l'internaute. Si on fait un texte digne d'un copier-coller sur Wikipédia qui est descriptif, sans valeur ajoutée vraiment réelle pour la personne, pour le coup, ce sera considéré comme du contenu qui sera de faible qualité et donc pas priorisé. Le but du jeu, c'est on peut s'en servir pour avoir cette idéation qui est créée, mais de là à créer tout un article qu'on va copier-coller et qui est plat, pas de relief, pas de personnalité dedans, pas d'expertise, pas de statistiques, vraiment aucune valeur ajoutée. Ne faites concrètement pas l'article parce que ça ne va pas avoir d'incidence sur votre référencement naturel. Donc, c'est comme tout en fait. Il y aura sûrement des dérives et des abus par rapport à ça. Et ce qui se passe, comme à chaque fois, comme c'était le cas pour le fond blanc, écrit en blanc par exemple et tout le reste, il y a une mise à jour Google qui tombe. Et donc, tous ceux qui ont fait ce genre de pratique-là risquent d'avoir des pénalités au niveau du référencement. Donc, attention à l'usage que vous faites de ChatGPT. À chaque fois, Google réagit très très vite. Ils ont déjà communiqué sur l'intelligence artificielle. Ils ont dit, nous, il n'y a pas de problème. Du moment que le contenu qui va être sur le site apporte qualitatif, apporte de la valeur. Qualitatif, apporte du plus à l'utilisateur. Et pour cela, il y a un excellent article dans l'excellentissime site BDM, le blog du modérateur. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le mettre dans vos favoris. Et là, je vous le mets le lien dans le chat. C'est directement l'article justement sur ce sujet-là, le SEO et l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a des extraits de ce qu'a répondu Google. Mon cher François, quel est le coût moyen d'un site internet avec notamment une plateforme de réservation en ligne, nous demande Stéphanie. Question délicate. Si c'est juste un site avec une partie je réserve en ligne et rien d'autre à côté, effectivement, on peut peut-être trouver ça pour pas trop cher. Mais ça s'arrête jamais à juste une fonctionnalité. Il y a tellement de choses qui vont derrière que c'est compliqué à répondre. Si je devais donner une fourchette, comme Lola a dû le faire pour la partie visuelle, graphique,
Nous, on fait du site vitrine, parce qu'on a un partenariat aussi avec une association sur Poitiers qui accompagne les créateurs d'entreprises, donc qui n'ont pas forcément du budget extensible, illimité. Sur un simple site one page, on est aux alentours de 500 €, et ensuite on démarre des sites vitrines à partir de 1 500 €. Ensuite, dès lors qu'on veut intégrer des fonctionnalités plus type réservation en ligne, c'est du temps en plus à y passer, donc c'est du coût en plus. Moi, je vous invite à vous rapprocher de différentes agences web, 2, 3, histoire d'avoir des avis différents. Faites une demande de devis, vous serez reçu normalement, on écoutera votre projet dans sa globalité, on prendra tous les besoins en compte, et puis on vous sortira un devis fiable. Quand je dis on, c'est les agences que vous pourriez sélectionner justement pour faire cette demande de devis. Très bien. Écoutez les enfants, on va bientôt... Peut-être une dernière question, parce que je la trouve très pertinente. Alors Sébastien, il a posé, mais je ne sais combien de questions. Alors, donc une ultime question de Sébastien. Les vidéos sont-elles prises en compte au niveau du SEO? Mieux vaut-il du texte ou des vidéos ou des images? Ça fait partie sur le volet qualité, donc l'un des 3 piliers fondamentaux. Effectivement, je ne suis pas rentré dans les détails là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va retrouver tout ce qui est une structure de texte assez propre, des images, potentiellement des infographies, des schémas, vraiment une structure du contenu qui est propre. Et en plus, si on peut enrichir avec des vidéos, c'est encore mieux parce que ça contribue effectivement au référencement naturel. Petit rappel, et peut-être que François va manger là-dessus, de la façon dont intégrer la vidéo, jamais déposer les 40-50 mégaoctets directement sur l'hébergement de votre site web, sinon vous allez mettre en PLS votre hébergeur. Le but du jeu, c'est de pouvoir l'intégrer via une plateforme comme Vimeo, comme YouTube ou autre solution tierce pour venir intégrer le petit bout de code qui fera que vous allez pouvoir charger la vidéo avec la puissance des serveurs de Vimeo ou de YouTube, suivant ce que vous allez choisir pour jouer la vidéo directement sur un player intégré dans la page et sans quitter le site web. Donc intérêt aussi SEO parce que la personne passe plus de temps. C'est un cercle vertueux. Ouais. Et puis Google aime bien qu'on utilise ces outils. Donc ça, si vous voulez être bien référencé sur Google, vaut mieux que vos vidéos soient hébergées sur YouTube, par exemple. C'est très petit l'incidence, mais ça a une petite incidence, hein, même si Google ne le reconnaît pas, mais il y en a quand même une et j'en suis sûr. Bon, ben voilà, mesdames, messieurs, Lola, Caroline, Joseph, François, merci beaucoup. Merci. Je pense que le public a été ravi. Ils nous l'écrivent déjà dans le chat. Merci à vous tous, cher public. Et puis, comme d'habitude, à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Et vous ne verrez pas les prochains webinaires parce que pendant 15 jours, il y a pause. Pendant 15 jours, il n'y aura pas de webinaire. Voilà, c'est comme ça. J'ai le droit, je fais ce que je veux d'abord. Je suis chez moi. Donc d'abord, il y a les ponts, il y a les jours fériés. On va profiter du soleil ou de la pluie aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve donc le 26 mai. Donc pour l'instant, vous ne verrez rien sur le site internet parce que le webinaire du 26 mai n'est pas encore tout à fait prêt. Ça sera avec l'URSSAF. Et donc un autre sujet un peu moins digital, mais tout aussi essentiel à la vie de son entreprise et à sa création aussi. Et je vous envoie d'ici la fin de la journée, la fin d'après-midi, un petit email pour vous dire que le replay est disponible. Vous arriverez, je vous le montre, tiens. Vous arriverez, tac, je vais vous le mettre là. Quelquefois on me le demande, les gens cherchent, mais où est-ce qu'on peut télécharger tac, tac. Voilà. Donc, vous allez arriver sur cette page-là. Voilà. Il n'y aura plus qu'à cliquer sur l'image ou sur le bouton pour voir le replay. D'accord? Et là, il y a écrit description du webinaire plus les slides. Donc, vous cliquez dessus. Et là, tout en bas, vous avez téléchargé les slides. Donc voilà, donc d'ici la fin de l'après-midi, vous recevrez cet email pour vous dire que le webinaire est prêt, il est bien hébergé sur YouTube, il n'y aura plus qu'à aller le visionner, à s'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et à liker également cette vidéo bien sûr. Avec Joseph, on se retrouvera à partir du mois de septembre, je sais pas, entre septembre et décembre, on se fera un spécial référencement SEO, je pense qu'on fera un webinaire de 4 heures, 1 heure de présentation et 3 heures pour les questions, à peu près. Et puis, pourquoi pas, aussi, c'est très intéressant de faire aussi un webinaire avec Lola sur l'identité visuelle, un webinaire entier. Et puis, pourquoi pas aussi avec François, Caroline,
Bon, oh, si, avec grand plaisir, Caroline, on la retrouvera pour un 4e webinaire, enfin 5e maintenant. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à dans 3 semaines. Bye bye. Merci William. À bientôt tout le monde. Merci. Au revoir. Merci Salut, à bon tous. week-end. Au revoir. Merci.